Bonsoir à toutes et à tous. La vie normale va reprendre. C'est la grande promesse de cette journée. Emmanuel Macron fixe le cap de la reprise. Le 19 mai rouvriront les commerces, les terrasses, les cinémas, les établissements de sport sous conditions. On entendra le professeur Didier Pittet. Il est un des meilleurs spécialistes mondiaux des épidémies. Il évaluera l'efficacité de ce plan. Ensuite, le 9 juin, les restaurants ouvrent, les touristes reviennent. Un des principaux acteurs économiques du pays est sur ce plateau. Augustin de Romanet, le patron des aéroports de Paris, dira comment l'économie, les voyages aussi, peuvent enfin reprendre. Avec nos éditorialistes, nous détaillerons tous ces changements qui vont bouleverser notre quotidien ces prochaines semaines. Et puis, dans la deuxième partie de l'émission, nous recevons la femme la plus menacée de France. Zineb El Razoui est en lice pour le prix Nobel de la paix. Tout d'abord, savourons une image en guise d'apéritif. C'est une image d'archive, mais ça va devenir très vite réalité. Il reste 20 petits jours à patienter avant de prendre un café au soleil sur une terrasse. Ce sera une des étapes du retour à la normale le 19 mai. Tout ça se fera petit à petit. Ce même 19 mai, le couvre-feu sera décalé à 21h. On pourra retourner au musée, au théâtre, au cinéma, dans les salles de sport, moyennant le respect des protocoles sanitaires. Avec nous, les éditorialistes Judith Ventrobe, Renaud Pilat, Marcel Ovesfred du Parisien. C'est un des journaux, bonsoir, qui ont porté la parole présidentielle. D'abord, Renaud, à grands traits, rappelons les grandes étapes du calendrier. Oui, on a un plan cette fois très progressif des jours qu'on espère heureux. Il y a 4 étapes. Dès lundi, il n'y a plus de limite de déplacement, ça on le savait. Mais la vraie date symbolique, c'est le 19 mai. Tout le monde commence bien sûr à mettre cette date dans son agenda. C'est la réouverture tant attendue des terrasses avec des tables de 6 maximum. Réouverture des cinémas, des théâtres, des musées, des salles de spectacle. Réouverture également des commerces. Le couvre-feu passera à 21h. Mais attention, il y aura des départements qui, si les chiffres épidémiques sont trop mauvais, eh bien, ne pourront pas rouvrir. C'est ce qu'on appelle des freins au déconfinement. C'est un choix de l'Élysée. Troisième étape, le 9 juin, le couvre-feu passera alors à 23h. Cette fois, les restaurants et les cafés pourront rouvrir en intérieur. C'est la réouverture des salles de sport pour les sportifs, pour les autres, mais également des salons et des foires jusqu'à 5000 personnes. Et la France pourra de nouveau, c'est très important, accueillir des touristes disposant d'un pass sanitaire. Enfin, dernière étape, si tout se passe bien, le 30 juin, la France en aura fini avec ce couvre-feu. Il y aura de nouveau la possibilité de participer à des événements en extérieur et en intérieur de plus de 1000 personnes. Ça sera le début de l'été que l'on espère, bien sûr, le plus agréable possible. Renaud Pilat, merci pour ces prévisions et ces souhaits. On va entendre tout de suite la réaction autorisée d'un des meilleurs spécialistes des épidémies, le professeur Didier Pittet. Regard extérieur à la France, l'homme du gel hydroalcoolique. Professeur, bonsoir. Bonsoir Darius. Évaluation de ce plan, est-ce que la pesée est bonne entre la santé et l'économie ? Écoutez, on est typiquement dans un plan de déconfinement par étapes, des étapes qui sont progressives, où on essaye, comme toujours dans ces plans de déconfinement, de faire une belle pesée d'intérêt entre le risque sanitaire et, au fond, la reprise des activités, qu'elles soient économiques ou socio-éducatives, car il est très important aussi de reprendre des activités socio-éducatives. On le sait, la France a réussi à maintenir ses écoles ouvertes, à contrario de certains autres pays, et c'est parmi les priorités du gouvernement. Et donc c'est un plan qui fait sens, qui découle du bon sens, qui est bien évidemment progressif et qui va, vous l'avez dit, évidemment dépendre de la situation épidémiologique. Et ça fait sens, bien entendu. Et évidemment, il se détache aussi par sa territorialité, c'est-à-dire ce respect des territoires, ce qui est tout à fait important et qui fait sens, évidemment, quand on comprend le mode de propagation de ce virus. Est-ce que là, les Français ont changé ? Vous avez le regard extérieur, on disait toujours les Français tellement centralistes, avec une administration trop lourde, trop de bureaucratie. Est-ce que là, ils ont évolué ? Oui, écoutez, je crois que c'est très clair, c'est évident pour certainement tous les Français. Le système français est un système centralisé par définition, à contrario de certains systèmes fédératifs comme mon pays, la Suisse, ou encore l'Allemagne. Et en effet, les pays confédérés ont eu des difficultés de gestion à un moment donné, puisqu'il y avait des lenders ou des responsables ministres de santé de canton
en Suisse, Länder en Allemagne, qui n'avaient pas les mêmes avis. Donc vous aviez une hétérogénéité importante qui a causé des difficultés. En France, à contrario, vous aviez une centralisation et petit à petit une adaptation du système avec aujourd'hui, on le voit, une territorialisation. Et c'est très important, c'est une adaptation qui est tout à fait nécessaire et qui permet effectivement des balances d'intérêts, des pesées d'intérêts différentes d'un territoire à l'autre. Professeur, merci. Je précise que nous avons 2 potentiels prix Nobel dans cette émission. On aura Zineb El Razoui dans un instant. Vous aussi, vous êtes en lice peut-être pour un prix Nobel. En tout cas, vous avez un comité de soutien pour l'œuvre du gel hydroalcoolique. Bonne chance à vous et à elle. Merci beaucoup. On l'entendra dans un instant. Merci d'avoir été avec nous en direct. La voix de la médecine. Écoutons maintenant celle de l'économie avec vous, Augustin de Romanet. Bonsoir. Bonsoir, Darius Rojoy. Vous êtes poids lourd de l'économie en France, dirigez les aéroports de Paris. Ce plan, ce signal pour que ça reprenne, est-ce que c'est le bon ? En tout cas, il y a 2 dates qui sont très importantes. La première, c'est le 3 mai, avec la faculté d'exporter des passagers aériens, puisque la limite des 10 km disparaît. Donc, le petit week-end à Rome dont vous rêvez est possible désormais, à condition bien sûr d'être testé. Et d'autre part, le 9 juin, puisque cette fois-ci, ce sont les pays européens, probablement, plus les pays dont le taux d'incidence sera bas et dans lesquels le gouvernement français a confiance, qui pourront de nouveau faire venir des touristes dans notre pays. Donc c'est le 3 mai l'exportation et le 9 juin l'importation. Et donc c'est très bon pour le trafic. Alors, discussion ouverte, si on dissèque un peu ce qu'on sait des propos du président de la République, la grande question du pass sanitaire pour voyager, pour aller dans les salles et ça, on sent une sorte de jeune Emmanuel Macron hésite à prononcer le mot obligatoire. Pourquoi ? Parce que on sait qu'une partie de l'opinion est assez hostile à une mesure qu'elle considère comme liberticide. Parfois par principe et parfois pour des arguments que personnellement je trouve parfaitement sensés, qui sont que le rythme de la vaccination en France n'est pas encore tel qu'on puisse exiger que tout le monde ait un pass sanitaire. Vous me direz, un pass sanitaire, ça peut être fondé aussi sur un test réalisé en moins de 72 ou 36 heures. Mais quand même, on est tellement en retard et tellement lent sur la vaccination. Hier, l'Allemagne a vacciné 1 million de personnes, par exemple. Nous, c'est péniblement 350 000 par jour. On a 16% de notre population aujourd'hui adulte qui a été vaccinée une dose, donc c'est vrai qu'on en est loin. Et d'où cette réticence sur le pass sanitaire, parce que effectivement, on n'avait pas de vaccinés en nombre suffisant. Et là, le président bouge un petit peu sur le sujet parce qu'il y a aussi la pression, la concurrence d'autres pays qui, eux, sont attirés par la manne touristique, la Grèce, la Croatie. Et il ne faudrait pas qu'à force d'attendre, on se retrouve avec des flux touristiques qui désormais évitent ce qui était la première destination touristique mondiale. Je crois qu'il est absolument essentiel de distinguer l'outil et l'usage. Le pass sanitaire, au fond, c'est une carte d'identité. C'est une carte d'identité. D'ailleurs, il faut rendre hommage aux services français qui ont créé ce système de tous anti-Covid carnet, qui va donc vous permettre, même si vous avez fait votre vaccin il y a 4 mois, d'aller récupérer sur le site internet de l'assurance maladie le QR code de votre ancien vaccin. Donc, pour être clair, est-ce qu'il y aura une prime aux vaccinés ? Est-ce que vraiment celui qui est vacciné a un avantage sur les autres ? Donc je dis bien, il faut absolument distinguer. Il y aura d'une part la carte d'identité sanitaire et puis d'autre part l'usage qui en sera fait. Et aujourd'hui, l'usage qui en est fait dans le transport aérien, il est celui de dire quelqu'un qui n'est ni testé négatif, ni peut-être vacciné demain, ne pourra pas voyager. Mais ça, c'est un usage qui de toute façon existe. Alors aujourd'hui, au fond, on a le choix entre présenter de la paperasserie qui met 10 minutes à être contrôlée par les policiers du pays d'arrivée ou avoir un QR code. Donc il faut bien être, toujours quand on parle de passe sanitaire, le pass sanitaire, c'est une carte d'identité dont l'usage peut être bon ou peut être détestable. Si demain matin, quand vous allez dans votre boulangerie au coin de la rue, le boulanger dit « Moi, je veux que vous me présentiez tous anti-Covid carnet ». Là, je pense qu'à bon droit, ce sera considéré comme illégal et qu'il ne faudra pas discriminer les gens pour des actes de la vie quotidienne. Et pardon, Emmanuel Macron le dit bien, ce ne sera pas pour aller chez des amis, ce ne sera pas pour aller au restaurant, etc. En revanche, dans les festivals, les foires, les grands rassemblements, ce sera d'usage. C'est ça, et ça sera, il le dit d'ailleurs très clairement dans son interview, ça ne sera pas pour ce qu'il appelle les lieux de vie, ce que vous venez de décrire, les restaurants, nos lieux de vie quotidienne.
Pourquoi en plus? C'est parce que sa majorité est très divisée. Et il y a une part de poids lourd chez les macronistes qui disent hors de question de mettre un pass obligatoire, c'est discriminatoire et ce n'est pas dans la culture française. Donc ça ne risque pas d'arriver, contrairement par exemple à un pays comme Israël où la population l'a accepté extrêmement facilement. Alors ça a été élargi, hein. Ce n'est pas uniquement les vaccinés. On peut avoir été testé dans les 48 heures précédentes. Et par ailleurs, c'est effectivement numérique via l'application, mais ça peut être en papier. Donc l'idée est quand même d'adapter ça à plusieurs publics. Augustin Normandin, quand même un petit souffle d'optimisme. Là, on dit qu'on est en train de revenir à la vie normale. Est-ce que c'est de la méthode Coué ou effectivement, ça y est, c'est reparti, les hôtels vont pouvoir ouvrir à beaucoup plus grande échelle, disons l'économie, le poumon reprend? Là, vous m'emmenez sur un terrain sur lequel je ne suis pas véritablement expert. Si, ouais, y aura-t-il vous êtes un poids lourd de l'économie, c'est le premier groupe aéroport. Ouais. Oui, il y aura... Non, mais moi, je le souhaite, évidemment, mais je pourrais vous faire la méthode Coué. Non. Est-ce qu'il y aura une quatrième vague ou pas à la fin de l'été, comme les projections de l'Institut Pasteur le donnent à penser comme non improbable? Je ne peux pas vous répondre. Ce qui est tout à fait clair, c'est qu'on se donne les moyens, compte tenu de ce que nous savons de l'épidémie, de permettre à tous les gens qui sont soit vaccinés, soit testés négatifs, de reprendre une vie quotidienne normale, dont les voyages. C'est pour ça que c'est quand même une très bonne nouvelle, même si on ne peut pas prédire ce qui se passera cet été. L'état de l'économie française, il y a dans l'interview des passages assez étonnants où le président de la République dit, voilà, la France, par exemple, sur les vaccins, elle va rattraper tous les autres. Mais il y a quand même quelques moments gênants. Par exemple, quand il parle, il fait allusion à l'état de l'industrie, à Sanofi, gros ratage français. C'est un signe pour l'industrie française? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il articule à ça, c'est-à-dire le constat d'un échec sur le plan industriel, un retard qui a été accumulé. Il l'articule au fait que dans les prochaines années, il va falloir le rattraper. Et on sent bien qu'il dessine ce qui va être sa campagne présidentielle, qui va être beaucoup axée sur les questions industrielles. Et il dit d'ailleurs, il faut 10-15 ans pour rattraper. Suivez mon regard. Avec qui? Avec moi. L'échec des vaccins, est-ce que c'est pas quand même cruel pour la France? Typiquement français, ingénieur très brillant, sur le papier, magnifique, mais il n'y a pas de vaccin à l'arrivée. Il n'y a pas d'ingénieur très brillant. Assez, en tout cas en nombre suffisant, qui soit resté en France. On le sait. La France produit des tas de cerveaux absolument géniaux, et les plus géniaux trouvent partout ailleurs de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de recherche, une meilleure compréhension, une meilleure articulation entre financement privé, financement public, entre recherche fondamentale et recherche appliquée. On connaît, hélas, très bien les défauts français, mais dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, je trouve, dans ce plan de déconfinement qui ne ressemble pas plus à un plan de déconfinement que le plan de confinement ne ressemblait à un confinement. On passe d'un non-dit à l'autre. Il y a quand même beaucoup de choses assez difficilement compréhensibles. Le professeur Pittet a l'air très très content sur le plan sanitaire. Quand on parle à des gens dans la rue, ils ne comprennent absolument pas en fait le passage des critères sanitaires tout puissants à des critères économiques et politiques, parce qu'il n'est pas assumé. Pour revenir sur la souveraineté économique, qui sera à mon avis au cœur de la campagne électorale d'Emmanuel Macron, on sent dans cette interview, et il dit tout haut ce que les ministres disent tout bas, notamment Bruno Le Maire, c'est que la France manque depuis des décennies d'une croissance plus forte. On n'a pas assez d'argent. On manque de cash, pour parler concret. Les Américains ont mis, dès le début, énormément d'argent, des dizaines de milliards de dollars. Et pour avoir de l'argent, il faut créer de la croissance. Pour créer de la croissance, il faut faire des réformes. On en revient à la campagne d'Emmanuel Macron 2007-2017. Malheureusement, elle a été heurtée de plein fouet par les Gilets jaunes et surtout par cette pandémie. Et on sent qu'il bouillonne de reprendre ses réformes. Et ce qu'il va pouvoir le faire, ça va être le sujet de la présidentielle. Marcel Ouestred, Le Parisien est un des journaux canaux de la parole présidentielle, un président en campagne. Il commence à donner un petit peu de munitions, notamment à la jeunesse. Oui, puis il dit qu'il annonce que cet été, à la faveur d'une situation sanitaire qui serait meilleure, il reprendrait un tour de France. Il dit « je reprendrai mon bâton de pèlerin ». Voilà, donc on est à un an de la présidentielle et on voit bien où il veut aller. Et pour moi, dans cette interview, il y a une phrase vraiment clé. Il dit « la vie de la nation ne se résume pas à l'évolution des courbes ». Donc on voit bien qu'on bascule du tout sanitaire à autre chose. Il y a le coût, 11 milliards quand même par mois, ça coûte à l'économie française. Et puis il y a relancer les réformes, aller sur le terrain et entamer cette campagne. S'il peut. Pour l'instant, il est un peu coincé. Il y a aussi cette phrase « je réformerai jusqu'au dernier quart d'heure ».
qui est très caractéristique en fait de ce prévisions, basculement. Mais moi, Le désir de surprendre, le désir de ne pas être largué dans une deuxième campagne est très fort. Hein. le désir de sauver son quinquennat, qui comme Marcelo et Renaud le disaient, en fait, on est passé de monosujet en monosujet, de retraite, puis gilets jaunes, puis coronavirus. C'est complètement inédit dans l'histoire de la cinquième. Et du coup, le message réformateur s'est beaucoup dilué. Alors, réformer jusqu'au dernier quart d'heure, ça veut dire aussi, y compris en continuant des réformes dont le calendrier s'étendra bien après 2022. D'ailleurs, ce qu'il a fait en matière de sécurité, construction de prisons ou autre, ça s'étend déjà au-delà de 2022. Dernier mot économique, avant de vous libérer, Augustin de Romanet. L'effet domino là, de tout ce qui va se passer, il est considérable. Considérable. Considérable, je pense qu'il n'y a pas assez de temps pour... mais ce qui se passe aux États-Unis est un fait économique absolument majeur. C'est un exemple. Non, enfin, c'est un exemple. En tout cas, oui, il est clair que si l'Europe n'est pas en mesure de dépenser dans les secteurs de la technologie et de l'innovation à la même hauteur que les États-Unis, nous allons prendre un grand retard. Or, les États-Unis aujourd'hui sont en train de lâcher les vannes de la dépense publique. Ils ont un taux de dépense publique par rapport au PIB qui est beaucoup plus faible que le nôtre. Ils ont 35%. Donc, ils ont des marges de manœuvre d'augmentation de la dépense publique dont ils vont profiter à fond. C'est la raison pour laquelle, bien que je sois très attaché à la rigueur budgétaire, je ne serais pas opposé à ce qu'on fasse des efforts très, très massifs pour l'innovation et la technologie. Augustin de Romanet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Aspect économique, aspect de reprise, aspect médical, bien sûr, sur le front des hôpitaux. On va y passer maintenant. Voyons l'effet du retour à la vie normale sur le front des malades. Je rappelle ce calendrier annoncé par Emmanuel Macron à la presse régionale. 19 mai, réouverture des terrasses, cinéma, théâtre, couvre-feu décalé à 21h. 9 juin, les restaurants et cafés, intérieurs compris, le couvre-feu décalé à 23h. Et nous rejoint sur ce plateau le docteur Freund. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin urgentiste à la Pitié-Salpêtrière. Ce calendrier qu'on découvre là, est-ce que pour vous, il est de bonne logique pour être toujours à la limite de ce que l'hôpital peut supporter? Vous le voyez chaque jour. Ça dépend ce qu'on appelle la limite. Si la limite, c'était ce qu'on appelait avant la capacité des hôpitaux, non, pas du tout. Si la limite, c'est la capacité actuelle, qui n'est pas la capacité habituelle, qui est celle qu'on a à peu près doublée par rapport à la capacité actuelle, oui, je pense que c'est à peu près le but. Regardons les chiffres du jour. Ce sont les patients Covid en réanimation, on va le voir ici. On est maintenant à 5804. Il faut dire à quel point 5804, c'est considérable. On parlait d'une limite à 5000. En réalité, on est à peu près proche de la saturation permanente. Est-ce qu'on peut dire ça ? Ah non, on est bien au-delà de la saturation. Il faut vraiment remettre les choses clairement. La saturation, il y a 1 an et demi, c'était quand on avait, je ne sais pas, peut-être 3000 patients. C'est-à-dire, c'était quand l'hôpital était complet, 100%. Là, vous voyez les chiffres régulièrement, vous voyez, je ne sais pas, 120, 130%. Mais ça, c'est uniquement les patients Covid. Rajoutez à ça les autres. Donc, on est quasiment à 1 fois et demie ou 2 fois la saturation de base. Vous nous dites à quel point tout ça est fragile. On l'apprend il y a quelques instants. Le variant indien est apparu dans le Lot-et-Garonne. C'est la mondialisation résumée en une phrase. Le variant indien dans la Lot-et-Garonne. Tout ça est fragile, Renaud Pilat. Oui, c'est très fragile. C'est pour ça qu'il y a ces freins que l'Élysée a mis au plan de déconfinement. Et on voit que pour l'instant, il y a 8 départements qui sont au-dessus des limites du déconfinement, dont Paris, dont les Bouches-du-Rhône. Donc, je dirais, c'est un peu malheureusement comme les contrats d'assurance. Il faut bien lire l'astérix en bas, tout écrit en petit. Et dans le plan qui est annoncé par l'Élysée, c'est un plan de réouverture, mais il va falloir qu'on fasse baisser encore dans certains territoires les taux et effectivement surveiller de très près, je parle sous votre contrôle, ce variant indien qu'on connaît très peu et qui peut bouleverser les plans de l'Élysée. Moi, je me souviens de la phrase d'Emmanuel Macron, le maître du temps, c'est le virus. Donc, on espère que tout ça va fonctionner, mais il y a beaucoup d'astérix. Emmanuel Macron, en octobre, disait que la situation normale pour commencer à déconfiner serait à 5000 cas par jour. Dans les chiffres que vous venez de nous montrer, on est à 29 000 contaminations jour. Donc on voit qu'on est extrêmement loin de ce qui était considéré comme une bonne tendance il y a quelques mois et qu'on a les variants. Donc il y a un choix cette fois qui est de vivre, d'assumer de vivre avec les variants. C'est un choix politique de se déconnecter sans doute de vivre avec un taux d'incidence qui est très élevé. Quel a été le bras de fer en coulisses? On sait qu'Emmanuel Macron était toujours plutôt de ceux qui poussent un peu plus vers l'économie et ceux qui poussent davantage vers la santé. Il y a eu une pesée.
Oui, comme d'habitude. D'ailleurs, on s'en est aperçu avec les malentendus qui ont lieu sur le couvre-feu. Rappelez-vous, quand on a entendu Gabriel Attal, on s'est dit, tiens, là, peut-être que le couvre-feu va être, sinon levé, du moins retardé beaucoup plus vite. Et en fait, dans les coulisses, c'est Jean Castex qui a tout de suite dit, non, non, erreur de message, vous rectifiez, le couvre-feu ne faisait pas, la levée du couvre-feu ne faisait pas partie des mesures qu'Emmanuel Macron avait promises. Rappelons les chiffres, hein, regardons-les parce que vraiment ils valent la peine. Là où on arrive quand on est au stade de l'hôpital, c'est-à-dire les hospitalisations, en particulier les soins en réanimation. Dr Freund, vous me disiez tout à l'heure, il ne faut jamais oublier à quel point quand on est arrivé au stade de la réanimation, c'est déjà très très grave, ça se passe très très mal. Il y a une forte mortalité, beaucoup de séquelles et on reste à ce point-là. On n'est pas du tout sorti de cela. Non, on est très loin. Vous parliez tout à l'heure du seuil des 5000 contaminations pour en sortir. Il y avait aussi un seuil des 3000 patients en réanimation. Vous venez de le montrer, on est à 5800, 5900 et on est en train de dire que ça va, qu'on va relâcher un peu la bride. La réanimation, c'est pas juste un endroit où il faut mettre des malades et si jamais ils y sont, alors tout va bien. Le but, c'est quand même que les malades n'aillent pas en réanimation. La réanimation, c'est grévé d'une mortalité qui est très importante, 20 ou 30%. Et ceux qui ne meurent pas en réanimation peuvent malheureusement évidemment mourir dans les services de suite ou avoir de graves séquelles. C'est pas rien. Le risque du variant indien qui apparaît. Alors, le variant indien, on ne le connaît pas du tout, on n'y connaît rien. Il faut savoir que ce qui se passe en Inde actuellement, ce n'est pas le variant indien. Ce qui se passe en Inde, c'est le variant anglais, le B117. C'est ça qui est un peu perturbant, mais ce n'est pas le variant indien qui est pour l'instant la cause de ce qui se passe en Inde. On ne sait pas du tout s'il est plus transmissible, plus dangereux. Il est sous surveillance. C'est un variant comme il y en a pour l'instant plein d'autres. La difficulté de prévoir, ici même, vous aviez fait votre mea culpa, avec beaucoup de franchise, vous étiez trompé, c'était sur la deuxième vague, c'est ça? Pas qu'un peu, oui. Voilà, vous étiez planté en bon français, et vous l'aviez dit, mais tout le monde, beaucoup de gens se sont plantés, et là, par exemple, la quatrième vague, est-ce qu'on peut dire que personne ne sait? Ah oui, personne ne sait, parce que je ne sais plus qui, j'ai entendu dire, non, le variant indien, ce sera la 5e, puisque la 4e, c'est le Sudaf et le Brésilien. Après, on peut être un petit peu plus, peut-être qu'elles seront moins, de moins en moins violentes, puisque la vaccination confère une immunité qui n'est pas parfaite, surtout sur les nouveaux variants, mais qui est déjà pas mal, qui est correcte et qui évite plutôt les formes graves. On sait que le Pfizer, par exemple, ou les vaccins ARN protègent très bien, pas complètement, mais très bien, des variants sud-africains ou brésiliens. Augustin de Romanet, à l'instant, disait la vaccination, tout ce que ça peut amener pour faciliter notamment les voyages. La vaccination, est-ce que c'est le nerf de la guerre maintenant? Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui peut sauver l'économie, sauver des vies, faire reprendre une vie à peu près normale, supportable, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y en a pas. Vous êtes le grand avocat de la vaccination sur Twitter, partout, vous avez un blog pour dire qu'il faut vraiment se battre à fond là-dessus. Là, il y a un vrai déficit français. Il y a un vrai problème parce que déjà, il y a plus d'inquiétude en France par rapport à d'autres pays qui ne se posent pas du tout la question. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'il y a une opposition entre les pro-vaccins, enfin les gens comme moi, les gens normaux, j'ai envie de dire, les gens qui prennent simplement la réalité pour ce qu'elle est, et ceux qui avaient des inquiétudes, qui étaient peut-être réfractaires, inquiets, et qu'on a tout de suite catalogués comme les anti-vax. Les anti-vax, c'est une petite proportion de la population qui, je pense, ne peut pas être convaincue, mais il y a c'est plutôt un doute mou. Mais il y a une zone grise extrêmement importante et on le voit tous les jours. Moi, je le vois parmi mes collègues, etc. On le voit partout, des gens qui ont peur, c'est normal, qui se posent des questions. Comment faire? Il y a l'hypothèse Sheila qui a avorté, visiblement. Sheila ça n'a pas bien marché. Non, mais comment faire pour convaincre les gens de la pédagogie, vraiment leur parler normalement et pas accuser ceux qui ne veulent pas se faire vacciner de mettre en danger les gens. J'ai encore lu tout à l'heure, on ne peut pas dire que c'est criminel ceux qui ne vaccinent pas. Non, c'est pas criminel. C'est des gens qu'il faut convaincre, c'est des gens avec qui il faut discuter. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu énormément d'efforts de pédagogie comme ça, sans avoir quelque chose de décent. S'il y a un message d'aujourd'hui, c'est vraiment il faut y aller, il faut se faire vacciner. Le plan annoncé aujourd'hui, il va quand même avoir un effet psychologique parce qu'on va se rendre compte que si on veut aller au stade à partir du 30 juin, si on veut aller dans une foire, gros argument. Il faudra, ah oui, mais quand même, alors ça devient intéressant d'être vacciné aussi. Il n'empêche, je dis ça, et en même temps, les chiffres de l'AstraZeneca qui ont été publiés il y a quelques heures montrent qu'on a injecté moins d'AstraZeneca hier qu'avant-hier et moins avant-hier qu'avant-avant-hier. Donc la défiance à l'égard de ce qui était l'un de nos principaux leviers reste très très grande. Et en même temps, pardon. Non, je précise, c'est juste pour le Astra, c'est aussi parce que maintenant on bénéficie de beaucoup de doses de vaccins alternatifs, des Pfizer ou autres. Avant, Astra montait parce qu'on n'avait pas d'autres doses. Mais même Pfizer, il y a des doses non utilisées. Ah oui, ça c'est terrible. Oui, et Emmanuel Macron campe sur son refus
d'élargir franchement la vaccination, en gros, à tous ceux qui sont candidats à la vaccination, ne serait-ce qu'en réservant des créneaux horaires, par exemple, en disant, bon ben voilà, ce qu'a fait Israël d'ailleurs, en fin de journée, ce qui reste de doses, vient qui veut. Et moi, j'étais très très surprise, parce que dans ma naïveté, je pensais que c'était dès le départ, qu'on autorise maintenant les obèses de tous âges. Dès 18 ans, toutes les personnes en surpoids, ce sera depuis quand ça ? Les obèses, depuis le début, tous les médecins nous disent que l'obésité est un facteur aggravant, quel que soit l'âge, depuis le début. Bien sûr. Moi aussi, j'ai été surpris. Pour moi, j'étais sûr que ça faisait partie. Je voulais vacciner un patient qui était effectivement obèse de 35 ans. J'étais sûr que ça faisait partie des catégories possibles. Et en fait, non. Donc, heureusement, à partir de demain, je crois, ou après-demain, ce sera possible. Docteur Freund, vous êtes directement au front. Il faut le dire aussi. Dieu sait, il y a une année, on vous applaudissait sur les balcons. Aujourd'hui, on sent en même temps, il y a ce désir de retour à la vie, peut-être d'ignorer un peu ce qui se passe, la mort, la maladie. Tout ça continue. La fatigue, les gens crevés, c'est vraiment la réalité. C'est la réalité. Après, on va peut-être pas s'étaler sur le fait que les médecins sont fatigués, les infirmiers, les infirmières sont fatigués. Déjà, tout le monde le sait. Et puis, globalement, tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Non, mais c'est vrai qu'on a vu un basculement. À l'époque, il y avait je ne sais pas pourquoi, cet engouement, cette passion pour les médecins, très bien, que je trouvais exagéré, mais c'est pas grave. Et là, maintenant, on voit peut-être le revers de la médaille, c'est-à-dire une certaine méfiance, une réticence. On a envie de dire, maintenant, ça va. Pendant 1 an, pendant 6 mois, on vous a écouté, on a sauvé l'hôpital. Maintenant, on veut un peu reprendre notre vie et penser à nous, et tant pis pour l'hôpital. C'est ce que je comprends vraiment tout à fait, mais bon, c'est un peu... Concluons là-dessus. Le souffle, voilà, ce plan annoncé aujourd'hui, est-ce que ça a assez de souffle et disons toute la société va se dire, voilà, ça y est, on y va Je crois qu'il est quand même très progressif. Il est très progressif parce qu'Emmanuel Macron redoute la grande crainte, c'est les stop and go. Parce que ça lui coûterait, ça pourrait lui coûter un début de campagne au mois de septembre. Si jamais il devait refermer dans certains départements des restaurants, quand on voit le mal qu'ils ont, des salles de spectacle à rouvrir, ça coûte cher. Le stop and go, c'est pas possible. On a vu ce que ça peut donner en Italie ou dans d'autres pays. Donc je crois qu'il est très progressif. Il y a encore 2 mois de patience. Faut pas avant début juillet, on n'aura pas vraiment encore une vie normale. Mais c'est la prudence, à mon avis, qui domine. Rappelons la photo, Emmanuel Macron qui reçoit la presse régionale, dont vous, le Parisien. Comment ça s'est passé, là, en coulisses ? Parce que c'est assez étrange. On nous a dit les fuites, ce sera pour finir tard dans la soirée. Beaucoup plus tôt, c'est arrivé en réalité. Oui, ça a été... ça c'est les coulisses médiatiques. C'était un peu chaotique, mais les journalistes ont été prévenus assez tard. Les titres de presse, plus d'une dizaine, ont été prévenus assez tardivement, sans doute justement pour verrouiller, pour qu'il n'y ait pas de fuite. C'était pour faire créer un petit peu d'ambiance. Ça devait normalement être publié là, dans une demi-heure, à 21h sur les sites internet des différents titres. Illusoire, complètement illusoire. Illusoire aujourd'hui, etc. Tout ça s'est révélé une vraie passoire thermique, c'est parti dans tous les sens. C'est pas grave, ça a vécu toute la journée, on en parle aujourd'hui, on en parlera demain. De toute façon, c'est des sujets importants. Et demain, en revanche, vous pourrez lire l'intégralité de l'interview dans nos pages. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus à savoir ? Le détail. On aura les tableaux, les 4 pages de tableaux à apprendre par cœur. Ouais. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement a envoyé très rapidement des infographies, des argumentaires aux députés dès cet après-midi, en voyant que ça y est, l'information avait fuité, et elle a mis en marche la machine à communiquer. Allez, petit bonheur quand même, le 19 mai, café sur une terrasse, au soleil. Professeur, ça fera du bien. Vous avez, bien. Après une nuit aux urgences. Beaucoup de bien. Renaud Pila, c'est votre réputation en rédaction. Vous allez sur les terrasses capter l'air du temps. On vous chambre pour ça. Oui, j'aime beaucoup les terrasses et j'aime beaucoup écouter. C'est le métier aussi. Alors, bonne terrasse dès le 19 mai. Merci beaucoup. Merci, docteur, d'avoir été avec nous en direct en réaction à ce plan. Et puis, restez avec nous si vous le voulez bien. Nous allons maintenant recevoir une personne qui dit beaucoup de l'époque, une personne qui incarne le combat contre l'intolérance. C'est Zineb El Razoui, candidate au prix Nobel de la paix. Nous l'entendons dans quelques minutes. À tout de suite. Nous recevons maintenant une femme qui est au cœur de l'actualité. Zineb El Razoui est la femme la plus menacée de France pour cette lutte contre l'intolérance. Elle a été sélectionnée comme candidate au prix Nobel de la paix. Zineb El Razoui, bonsoir. Bonsoir Darius. Merci d'être là avec nous. Les événements vous ramènent toujours et toujours au cœur de l'actualité. C'était aujourd'hui les obsèques de la policière tuée à Rambouillet. Emmanuel Macron lui a rendu hommage. On va parler de ça
de cette France sous tension, de la tribune des militaires qui a marqué les derniers jours. Mais d'abord, l'actualité même du jour, le Covid. On n'est jamais si loin de ça. Vous me disiez, ça ajoute encore à ce climat lourd. Absolument. Ce qui me frappe dans le débat sur le Covid en France et plus généralement en Europe, c'est le climat de peur que je ne retrouve pas, par exemple, lorsque je discute avec certains amis, notamment dans des pays africains ou dans d'autres endroits du monde qui subissent la même fatalité, qui d'ailleurs ne sont pas plus vaccinés que les Français, n'ont pas plus de lits d'hôpitaux, mais il y a bizarrement moins de peur. Je pense que cette peur, elle a aussi des ressorts qui se fondent probablement sur d'autres malaises antérieurs à l'épidémie. Et voilà, je trouve ça dommage en tout cas. Ça fait 6 ans que vous êtes vraiment une sorte de sismographe de cette tension française depuis janvier 2015. Charlie Hebdo, votre vie qui bascule. Depuis lors, vous êtes d'une certaine manière vivante et survivante, une femme menacée. Le temps passe. Est-ce qu'il y a une forme de lassitude, de regret ? La seule chose que je regrette, c'est que les choses ne s'arrangent pas. C'est de voir que ce combat que je mène d'ailleurs depuis bien avant Charlie Hebdo, c'est ce combat qui m'a amené à Charlie Hebdo et non le contraire, c'est de voir que malheureusement, à mon grand regret, les événements tragiques qui continuent de se dérouler confirment toujours que ce combat est nécessaire. Je suis en même temps très optimiste de voir que beaucoup de gens le rejoignent, le comprennent, le prennent maintenant au sérieux. Mais moi, à mon échelle personnelle, oui, je suis là. J'aimerais de mon vivant vivre dans un monde pacifié où l'islam, la religion où je suis née, puisque je suis de culture musulmane, ne porte plus en son sein cette espèce de courant idéologique criminel qui tue, qui fait couler le sang. Voilà. C'est une vie anormale, être une jeune femme en permanence avec des policiers. Ils sont là qui vous surveillent. Il y a des scènes incroyables. Vous racontez comment vos habits, vous les mettez dans le coffre des policiers parce que vous vivez en quelque sorte avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris quand on vit comme ça avec des policiers ? Qu'est-ce qu'ils vous ont appris ? Ils m'ont beaucoup appris. D'abord, je ne dirai jamais assez ma gratitude envers ces hommes qui m'ont protégée, qui ont été là pour moi, qui m'ont rassurée, qui ont aussi, sans me connaître, qui sont là en fait pour risquer leur vie avec moi. Ils m'ont appris plein de choses. J'ai d'abord appris énormément sur la réalité, sur le dur métier de policier en France, parce que derrière la fonction, il y a des personnes qui ont une famille, qui ont une vie, qui ont des histoires. Donc j'ai eu beaucoup de chance d'avoir cette connaissance de l'intérieur, de ce que c'est que d'être policier en France. Ils m'ont appris un tas de choses. Ils m'ont appris plein d'informations aussi sur la moto. Ils m'ont appris le tir. Ils vous ont appris à tirer, hein ? Absolument. Je crois que vous tirez très bien directement dans le mannequin entre les deux yeux. Ah bah ça c'était vraiment la chance de la débutante. C'était la première balle. Oui, j'avais accompagné mes officiers de sécurité au tir. En 2015, mais ce n'est pas du tout fait pour moi. Moi, je suis très contente que l'on soit dans un pays ici où les civils ne sont pas armés, car j'estime que c'est justement les corps constitués des gens formés pour ça qui doivent se servir des armes. Les passions toujours exacerbées, ça a été un des temps forts des derniers jours, cette tribune de militaires très marquée à droite qui franchissent le pas d'appeler à une forme de désobéissance. On va voir le sondage que nous avions commandé qui montre une partie de l'opinion qui approuve en tout cas le constat. Voilà, est-ce que vous soutenez cette tribune des militaires ? Oui à 58%, non à 42%. Avec cette ambiguïté, on l'a vu ces derniers jours, il y a le constat et puis il y a en plus de ça, disons, l'appel à une quasi-révolte factieuse. Vous, quel est votre avis ? Moi, mon avis personnel, c'est que je suis a priori quelqu'un de très favorable à la liberté d'expression, même lorsqu'on est militaire. Je pense que le constat qui est tiré dans cette tribune est un constat réel. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est adoubé par une majorité de votants. Quand ils disent délitement du pays, pardon, vous l'approuvez ? Non, quand ils parlent, par exemple, de la montée des racialismes, du communautarisme, des indigénismes, etc. Ceci étant dit, lorsque on entend parler du spectre hideux de la guerre civile dans la bouche de militaires, c'est-à-dire de gens à qui la France a confié ses armes,
ça ne peut pas sonner. C'est quand même extrêmement inquiétant. Et moi, je n'aime pas cette espèce de décadentisme, cette espèce d'éloge du pire. Et je pense qu'au même titre qu'une certaine droite reproche à une certaine gauche de haïr le passé de la France, ce qui est vrai, je pense qu'il y a aussi une certaine droite qui a la haine de l'avenir de la France. Et franchement, quand on est militaire, parler de guerre civile, ça sonne un peu comme une malédiction. Ce n'est pas rassurant, ce n'est peut-être pas responsable, mais je pense que le constat qui est tiré, oui, mérite qu'on s'y penche et qu'on fasse preuve d'honnêteté aussi. C'est votre mot, un nom chante de la décadence. Vous dites les décadentistes. Vous ne voulez pas de ça, hein, ce côté ultra-réactionnaire, non? Non, je ne veux pas de ça. Je préfère d'abord être optimiste quant à l'avenir de la France. Et puis, il ne faut pas oublier que cet avenir, il est entre nos mains, à nous tous. Est-ce qu'Éric Zemmour, vous le classez dans ces décadentistes qui, comme dites-vous, détestent l'avenir? C'est probablement l'un des points, sur lesquels je ne suis pas d'accord avec lui. Non seulement le décadentisme, et puis le fait de voir un avenir sombre, le fait de ne pas avoir en quelque sorte confiance en l'avenir du pays, mais en plus, M. Zemmour, là où je ne suis pas d'accord avec lui, par exemple sur les sujets qui me concernent, l'islamisme, sur lesquels il peut avoir des analyses extrêmement pertinentes, mais pour moi, isoler la France, en faire une forteresse, ne réglerait pas le problème. Car la France, elle est aussi dans le monde. Et le problème de l'islamisme est un problème mondial qui devra être réglé à l'échelle mondiale. On va en parler. C'est très frappant chez vous de voir à quel point, mois après mois, vous précisez à quel point vous n'êtes ni pour les islamophobes, ni pour les extrémistes islamistes. Et vous l'avez montré récemment dans l'affaire Sarah Halimi, en prenant position, vous, d'origine venant du monde arabo-musulman, très fortement pour la mémoire et la défense de la mémoire de cette femme juive assassinée dans des conditions épouvantables. La fraternité juive et arabe, c'est possible? La fraternité humaine est possible et souhaitable, au-delà des religions. Je veux simplement dire que moi, je n'ai jamais adoubé le mot islamophobe. Et je pense d'ailleurs qu'on a le droit d'avoir une phobie d'une religion qui prône la violence. Donc, il y a des islamophobes, comme il y a des antisémites, il y a des gens qui, par extrémisme politique, détestent l'islam. Pour moi, on a le droit de détester les idées. On n'a pas le droit de détester les gens qui portent ces idées. Donc, lorsque ceux qui refusent la critique de l'islam parle d'islamophobie comme étant un racisme, parle de la critique de l'islam comme étant un racisme, ça c'est quelque chose que je refuse. Et pour revenir à votre question, la fraternité judéo-arabe est quelque chose qui peut encore se voir dans le monde, dans des petits havres protégés de la politique. On peut la retrouver dans la musique, on peut la retrouver dans des amitiés entre les personnes, on peut la retrouver dans la culture. Moi, je pense que ce cliché de la haine entre juifs et arabes est un cliché qui devra être dépassé tôt ou tard, car finalement, par exemple, lorsque je me place dans mon passé, dans ma jeunesse au Maroc, le Maroc est l'un des pays arabes qui ont conservé le plus grand nombre de juifs marocains, même s'il y en a quand même beaucoup moins qu'auparavant. C'est un pays où les gens vivaient ensemble. D'ailleurs, quand on observe, par exemple, la culture de bien des pays d'Afrique du Nord, c'est une culture qui est très largement héritée de la culture juive, que ce soit dans la cuisine, dans la couture, dans l'artisanat, dans l'architecture, dans la musique. Je pense qu'il est toujours vertueux de regarder ce qui rassemble les gens plutôt que ce qui les sépare. Zineb El Razoui, vos origines, vos racines dans le monde arabe, au Maroc, à ce moment de votre vie, on voit à quel point ça remonte par plein de côtés. Vous vous êtes mis à peindre. J'aimerais qu'on voit certaines de vos peintures, elles sont très belles. Vraiment, merci, vous avez un art de la peinture qui est très impressionnant. Voilà, Zineb El Barbu, on peut l'appeler comme on veut là. Qu'est-ce que ça dit de vous maintenant, une femme toujours menacée qui vit sous protection policière avec ce regard très particulier de l'extrémiste? Je pense que ça dit surtout des choses de lui, ce barbu caché derrière un mur qui regarde une femme. On sait le regard que ces types-là ont sur les femmes. On ne sait jamais si c'est du désir ou de la haine ou si c'est des pulsions de meurtre ou de violence.
En tout cas, oui, ces barbus nous empêchent simplement d'apprécier l'instant présent et de pouvoir boire un coup et regarder la beauté du ciel. Voilà. Boire un coup, c'est présent dans plusieurs de vos peintures. Alors, il y a une forme d'autoportrait, il y a un tableau vraiment où vous avez une coupe de champagne ou d'alcool. Vous avez dit très bien comment, dans le monde où vous viviez, il y avait cet islam indulgent, où on pouvait boire un petit peu de temps en temps, tout en étant peut-être pratiquant musulman. Voilà, cette espèce de tolérance naturelle. Absolument, c'était comme ça avant. Il faut savoir que l'islamisme tel qu'il se vend aujourd'hui en Europe, tel qu'il nous explique, non, c'est une identité qu'il faut prendre telle qu'elle sans la remettre en question, est en réalité un courant né dans les années 30, quand tous les fascismes battaient son plein en Europe. Il y a aussi eu un fascisme dans le monde musulman. Ce fascisme-là, il a balayé décennie après décennie tous les aspects de la liberté qu'il pouvait y avoir dans le monde musulman. Jouer au foot, filles et garçons, ça aussi vous l'avez vécu. Mais oui, quand on était gamin, on jouait dans le quartier, on jouait au tennis, au foot, un tas de choses, filles et garçons. Les tableaux de Zineb El Razoui, il y en a un qui est très beau aussi, où vous représentez vous-même nu. Oui. Voilà, on va le voir aussi, voilà. Ça, c'est du Zineb El Razoui pur sucre, parce qu'évidemment, vous n'avez peur de rien. Non, je n'ai pas peur ni de peindre, ni de ma nudité. En réalité, j'ai commencé à peindre récemment parce que j'avais besoin de prendre un peu de recul. J'avais besoin aussi de trouver en moi un espace de quiétude, de calme et de liberté. Et la peinture me fait beaucoup de bien. Donc, c'est vrai que je fais beaucoup d'autoportraits, mais à travers ça, j'essaye simplement d'être libre dans la peinture, parce que malheureusement, je trouve qu'on est de moins en moins libre dans la parole. Voilà. Churchill disait que c'était le meilleur antidépresseur, grand peintre amateur aussi, C'était un très c'est bon vrai. peintre. Absolument. C'est un antidépresseur. Oui, bien sûr. c'est un très bon antidépresseur. C'est aussi c'est un moment de liberté quand on peint, et puis c'est un privilège aussi, parce que j'ai la chance de pouvoir prendre le temps, me poser, peindre, m'exprimer de cette façon-là. Je n'ai jamais osé en parler, on va dire, publiquement, jusqu'à ce que je publie ce tableau, La femme et le barbu, d'ailleurs, qui a été extrêmement critiqué sur les réseaux sociaux par des gens qui trouvaient que qu'il ne fallait pas dessiner un barbu. Enfin bon, je les remercie quand même de la renommée qu'ils ont fait à cette peinture. Mais voilà, la peinture est un procédé d'expression intime, et si ça a fait jaser, écoutez, je suis très contente d'avoir fait s'intéresser ces gens-là à la peinture, pour une fois. Zineb El Razoui, la peinture, la culture, l'islam, là aussi une forme de réconciliation. Vous êtes grande lectrice du Coran. Alors, il y a des passages très guerriers dans le Coran, comme il y en a d'ailleurs dans la Bible. Mais il y a aussi des passages très beaux, très poétiques. Ça aussi, c'est présent chez vous? Écoutez, j'ai lu le Coran à différents moments dans ma vie. D'abord, j'étais obligée de le lire parce que ça faisait partie des programmes scolaires à l'école. Il fallait l'apprendre et le réciter pour avoir une note. Mais plus tard, lorsqu'on le lit à un âge adulte, on se rend compte qu'il y a quand même un gros gâchis. C'est que le Coran, comme d'autres livres saints, comporte des passages qui relèvent de la spiritualité, de la transcendance, de la relation de l'être humain au divin, au cosmos, au divin de façon indéfinie. Ça peut aussi être le divin en soi. Eh bien, tout ça est mis de côté par les prêcheurs. Et ce qui est retenu, c'est simplement l'orthopraxie. Se laver les mains 3 fois avec la main droite, entrer dans la mosquée de telle façon, jeûner de telle heure et à telle heure, ce qui est extrêmement réducteur et qui finalement ne donne de cette religion qu'une croûte qui d'ailleurs devient de plus en plus belliqueuse, tellement elle est réduite à son aspect le plus abscon, le moins intéressant. Zineb El Razoui, vous avez l'air tellement à l'aise, mais vous avez une vie anormale. En sortant de ce studio, vous êtes, menacé? Il y a des tueurs qui vous attendent peut-être demain, après-demain, dans 5 ans, dans 10 ans. Comment est-ce qu'on tient ça? Eh bien, à titre personnel, c'est quelque chose qui confronte quand même à une peur, à la peur la plus universelle, c'est la peur de la mort. Je pense qu'elle est présente chez tout le monde. Mais moi, j'essaye que cette peur d'abord ne m'empêche pas d'être libre, ne m'empêche pas de vivre, mais
ce que j'essaye de faire, c'est surtout d'en faire un combat, de ne jamais cesser de dire aux gens, il n'est pas normal de vivre comme ça au cœur de Paris. Et si en réalité je subis ça, c'est que c'est une épée de Damoclès qui pèse sur nous tous. Vous êtes maman. Oui. Vous avez accouché sous protection policière. Absolument. Qu'est-ce que ça change d'être maman? Ben, ça donne plus envie de vivre, mais ça donne aussi plus envie de se battre, parce que je suis la maman d'une petite fille et je suis extrêmement préoccupée par le pays dans lequel elle vivra. Aujourd'hui, quand je discute avec des copines qui m'expliquent qu'elles doivent déménager de certains quartiers de Paris parce que la vie devient invivable, parce qu'elles sont harcelées, je me dis, mais quel pays on va laisser à la génération qui vient? Est-ce que ma fille pourra être une femme libre dans son pays? Est-ce qu'elle pourra échapper justement à toute cette pression, toute cette oppression même communautaire, racialiste, qui est en train de diviser la société de plus en plus et qui est en train finalement de nous gâcher la vie à tous? C'est une enfant de 5 ans. Oui. Est-ce qu'elle comprend? Vous savez, à 5 ans, la vie est beaucoup plus intéressante qu'à mon âge. À 5 ans, on vit dans un univers onirique. Ma fille s'intéresse aux licornes, Oui, comme toutes les... et aux fées. Et je trouve ça très, très bien. Donc, mais le jour où elle comprendra, évidemment, il va falloir trouver les mots adéquats pour lui expliquer la situation. Elle est née dans cette famille-là, elle est née de cette maman-là. Donc, je pense qu'elle trouvera en elle les ressorts de l'accepter. Votre combat pour la tolérance fait de vous une femme en lice pour le prix Nobel de la paix. J'aimerais qu'on rappelle quelques visages, il y en a évidemment beaucoup depuis Henri Dunant, mais quelques visages qui incarnent ce prix Nobel. C'est un des plus récents, le docteur Mukwege, qui a aidé les femmes victimes de violences. Un peu avant, c'était Arafat Pérez Rabin pour le plan de paix. Encore avant, Mandela de Klerk pour la réconciliation en Afrique du Sud. Encore avant, Mikhail Gorbatchev et beaucoup d'autres. Que pourrait signifier un Nobel pour votre combat? La nomination en soi est un immense honneur pour moi. Et je le dis vraiment avec énormément d'humilité, parce que vous venez de citer des gens qui ont changé le cours de l'histoire du monde, ce qui jusqu'à nouvel ordre, n'est pas encore mon cas. Ceci étant dit, je prends cette nomination vraiment comme un signe de l'univers, comme un signe qui dit oui, ce combat-là est un combat pour la paix. N'en déplaise à ceux qui projettent en fait leur propre haine, leurs propres intentions belliqueuses sur ce combat. Mais quand on se bat pour dire que l'être humain est irréductible dans sa liberté de croyance, est irréductible dans son humanité, et quand bien même il naîtrait musulman, et quel que soit finalement ses atavismes, oui, c'est un combat pour la paix, et je suis très très heureuse qu'il soit reconnu comme tel. Il y a un côté prêchi-prêcha dans le Nobel, dans la paix, les Arabes et les Juifs qui se tiennent la main. Et en même temps, chez vous, ça a pris réalité. Il y a cette scène incroyable, je crois que vous êtes à Tibériade. Et puis pour la première fois, on vous dit, est-ce que tu es musulman? Vous dites oui. Oui. C'était la seule fois où j'ai répondu oui à cette question, en effet, parce que lorsque j'ai voyagé en Israël, j'ai pu me rendre compte de ce lien, finalement, qui n'a jamais cessé d'exister entre les Israéliens d'origine marocaine et les Marocains du Maroc. Donc, je rencontrais des personnes qui, comprenant que je venais du Maroc, avaient les yeux qui larmoyaient, me disaient « Mais vous êtes musulmane ?» Et là, je disais oui, parce que je comprenais que ça signifiait « Mais vous êtes marocaine du Maroc ?» Et les gens me prenaient dans les bras, m'invitaient dans leur maison. Et finalement, la marocanité avait transcendé les différences religieuses. Aujourd'hui, vous vous sentez marocaine, française, musulmane? Comment vous vous définissez? Mais si je ne devais avoir qu'une nationalité, qu'un État, ça serait la France, évidemment. Parce que la France est le pays qui me confère des droits, qui me confère une protection, qui me confère la liberté. Naturellement, je suis une enfant qui a grandi au Maroc. Mon être sensoriel s'est formé au Maroc. Pour moi, le ciel marocain m'habitera pour l'éternité. Le peuple marocain qui est mon peuple, auquel j'appartiens. Mais je pense qu'on peut être un peu de partout. Mais quand il faut faire des choix, il faut aussi pouvoir les faire. Donc moi, mon obédience, mon patriotisme, disons-le, va à la France. Mais mon cœur
peut être absolument partout, y compris dans des pays que j'ai rencontrés à l'âge adulte et dont je suis aussi tombée amoureuse. Zineb El Razoui, on est touché de vous entendre, mais là, c'est quelques minutes. Pour vous, c'est la vie entière. Quand on est sous menace, on se rappelle un Rushdie qui disait « Oui, les années, il y a un moment où on aimerait avoir une autre vie. » Quand est-ce que vous craquez ? Ce n'est pas prévu. Je peux vous dire que je ne craquerai pas de sitôt. J'ai encore beaucoup de ressorts, beaucoup d'énergie en moi pour continuer de mener ce combat et pour mobiliser et pour faire de ce combat-là l'un des principaux sujets de la campagne présidentielle qui arrive. Donc ça, c'est l'échéance qui arrive et je veille à ce que ce sujet soit traité de la façon adéquate. Qui porte ça ? Il y avait cette une de Charlie Hebdo qui a été critiquée par certains, où on voit Marlène Schiappa qui donne un coup dans l'entrejambe d'un intégriste musulman en l'occurrence, mais Charlie Hebdo s'est beaucoup attaqué aussi aux intégristes chrétiens, aux intégristes juifs. Est-ce que vous défendiez cette une-là ? Ah ben, j'adore cette une, je la trouve très très drôle. Je pense, je ne veux pas parler à la place de Madame Schiappa, mais je pense qu'elle a dû lui faire plaisir. Ça fait toujours d'ailleurs plaisir de mettre un coup de pied dans d'un islamiste. Mais cette une, elle dit aussi quelque chose de vrai. Madame Schiappa mouille le maillot sur cette cause-là, et c'est très bien. Est-ce que vous allez vous engager politiquement ? Je n'hésiterai pas à le faire le jour où ça se posera de façon adéquate. Pour moi, c'est un grand honneur de pouvoir faire de la politique dans un pays comme la France, à condition de le faire dans les bonnes conditions et de façon honnête. Ça veut dire, pardon, pouvoir soutenir un candidat ou une candidate ? Mais je soutiendrai évidemment le candidat qui, à mes yeux, sera celui qui portera le mieux la cause que je défends. Moi, ce qui me tient à cœur, c'est d'abord cette cause, parce que pour moi, c'est une cause universelle. C'est une cause qui va sur le long terme. Le Covid passera, heureusement, mais l'islamisme, lui, restera. Donc, j'apporterai mon soutien sans hésiter à celui qui défendra le mieux ce dossier. Les limites, c'est quoi ? On parlait des gendarmes tout à l'heure, on l'a vu dans l'affaire des militaires. Il y a par exemple beaucoup de gendarmes qui sont tentés par le Rassemblement national. Qu'est-ce que vous leur dites à cela ? Écoutez, on est dans un pays où les gens sont libres de faire leur choix, mais ce que j'ai envie de dire aux gens qui sont tentés par le Rassemblement national, c'est d'y réfléchir à deux fois quand même. C'est-à-dire que d'abord, on ne sait pas on n'a pas encore de preuves que le Rassemblement national soit un parti compétent pour s'occuper d'un pays tel que la France. Et puis, il se trouve que les décisions, les votes qui ont été faits par ce parti au sein du Parlement, par exemple, récemment, sont allés contre ce que ce parti a toujours déclaré défendre. Donc, moi, j'ai envie de dire aux gens, au-delà des discours, il faut aller vraiment regarder qui sont ces gens, quels sont leurs votes, quelles sont leurs actions. Et là, je suis persuadée qu'une bonne partie d'entre eux changera d'avis. Conclusion, Zineb El Razoui, je ne sais pas si vous connaissez le dicton yiddish qui dit « Vivre heureux est la meilleure des revanches ». Vous arrivez à vivre heureuse ? Mais je suis très heureuse d'être en vie et très heureuse de vivre. Et oui, je pense que c'est la meilleure revanche sur ceux qui prônent la culture de la mort. C'est d'abord de vivre et de bien vivre. Zineb El Razoui, merci, bonne vie à vous, merci beaucoup d'avoir été avec nous. La soirée continue sur LCI avec évidemment soirée spéciale sur les annonces d'Emmanuel Macron. Le détail, on va y revenir sur les prochaines semaines, les déconfinements, le plan en 4 étapes. Rendez-vous avec Damien Givlet et ses invités. Bonne soirée, merci. Moi, je pense que c'est une très bonne chose. Peut-être pas pour la pandémie, mais là, je vais être assez égoïste. Je vais dire que je pense que pour le moral des Français, pour la psychologie des Français, c'est très important parce qu'on commence vraiment à être à bout. La plupart des gens vont se river sur l'occasion en fait, pour se retrouver. Ça va peut-être poser des problèmes, mais en même temps, c'est positif pour le moral des Français. Je pense que c'est la bonne mesure vu le nombre de gens qui circulent déjà aujourd'hui. Et même, on pourrait sans doute aller un peu plus loin du moment que les gens respectent les gestes barrières. Les gens recommencent à vivre, recommencent à sortir et voilà, je pense que c'est bien pour tout le monde. Mais il ne faut pas y aller trop vite. Maintenant, la question, est-ce que ça va être efficace ? Est-ce que ça ne va pas obliger ensuite de revenir en arrière et d'avoir un confinement plus sévère au mois de juillet ?
Et oui, cette fois, ça y est, on a la boîte à outils, on a le mode d'emploi tant espéré pour ce déconfinement en 4 grandes dates. Évidemment, on va y revenir tout au long de cette soirée. Alors certains sont un peu déçus, ils auraient préféré ouvrir plus tôt. D'autres sont évidemment très contents. Les troisièmes sont les médecins, se disent est-ce que c'est vraiment le moment de tout cela? Nous parlons avec Arlette Chabot. Bonsoir Arlette, Bonsoir. Toujours ravi de vous retrouver. À vos côtés, Yael Gauze, chef du service politique de France Inter. Bonsoir, Damien. Yael. Alexandre Devecchio est avec nous, rédacteur en chef adjoint des pages débat du Figaro. Et Adrien Gindre, le chef Bonsoir. du service politique de TF1 et d'LCI. Merci Adrien d'être là. Alors, de quoi parlons-nous? Eh bien, nous parlons de 4 grandes dates. Il faut avoir ses fiches, parce que depuis l'annonce, en début d'après-midi, on est tous là. Alors, 3 mai... 19 mai, 9 juin, 30 juin, à quoi ça correspond? Eh bien, Nivine Potros est avec nous. Nivine, peut-être, et vous êtes là, et c'est formidable, dans la data room d'LCI. Essayez de tout nous détailler le plus synthétiquement du monde. Alors effectivement, la première étape, ce sera dès ce lundi, le 3 mai, avec d'abord la fin de la règle des 10 km. Vous allez pouvoir circuler librement d'un département à un autre. Ce sera également la fin de l'attestation en journée. À partir de lundi, les collèges vont pouvoir rouvrir, les 6e et les 5e en présentiel, les 4e et les 3e en demi-jauge. Demi-jauge également pour les lycéens. Deuxième étape, vous l'avez dit Damien, ce sera le 19 mai avec le couvre-feu qui sera décalé à 21h contre 19h actuellement. Ce sera également la réouverture des commerces, des terrasses, des lieux culturels, des établissements sportifs de plein air avec évidemment à chaque fois un protocole sanitaire extrêmement strict. Des jauges par exemple pour les terrasses, ce sera pas plus de 6 personnes à table. La troisième étape, le 9 juin, 3 semaines plus tard, avec cette fois le couvre-feu qui sera décalé à 23h. La réouverture des restaurants, les clients vont pouvoir s'attabler à l'intérieur et puis ce sera également la réouverture des salles de sport. La dernière étape de ce déconfinement, ce sera le 30 juin avec la fin du couvre-feu, la fin également des jauges. Si la situation sanitaire locale évidemment le permet, les événements qui rassemblent plus de 1000 personnes vont être autorisés. En revanche, les discothèques, elles vont devoir rester fermées. Merci Nivine. Arlette Chabot, c'est plutôt malin comme calendrier, plutôt intelligent? Je trouve que c'est malin d'abord parce qu'on a été un peu tous surpris, enfin moi d'abord, je dois dire. Hier, tout ça avait l'air un peu improvisé. Le Premier ministre qui dit, le Président verra vendredi. On dit, qu'est-ce que c'est que ce Avant truc les maires qui avaient eu Emmanuel Macron qui nous disaient tous des choses différentes. Voilà, donc tout ça, on a l'impression... Bon, là, on a eu l'impression cet après-midi que tout était bien organisé, bien ficelé. On a un calendrier, on a de la visibilité. Alors, il faut quand même que tout le monde comprenne, 19 mai, c'est pas tout de suite. Et 30 juin, c'est pas tout de suite non plus. Mais... c'est long, mais on a un calendrier. C'est ce qu'on disait, formidable. Boris Johnson l'a fait, nous on le veut aussi. C'est malin parce que la France ne pouvait pas avoir l'air d'être encore à la traîne, alors que ce soir, d'autres pays encore annoncent qu'ils rouvrent, comme l'Italie, comme l'Espagne l'a fait, etc., et comme le Royaume-Uni. Je trouve que c'est équilibré parce que les médecins sont encore inquiets, mais il y a des mesures de freinage qui sont possibles. Donc on peut mettre une petite marche arrière si effectivement on sent que ça dérape. Et c'est inquiétant avec les variants. Politiquement aussi, c'est habile, parce qu'alors là, vous avez remarqué, toutes les dates sont sur la table, sauf les élections régionales, mais il y a un président de la République qui vous annonce qu'à partir du début du mois de juin, il va faire un tour de France. Tiens, il ira faire un tour de France, il aura une bonne raison pour aller voir comment les cafés, les restaurants rouvrent, comment ça va, pendant qu'il y en a d'autres qui feront campagne. Donc, au total, moi, je trouve que c'est plutôt habile. Écoutez, par exemple, tenez, ce restaurateur qui dit ça aussi, on avait besoin de visibilité. Satisfait, c'est le moindre mot. Oui, bien sûr, on est satisfait, on est soulagé parce que l'exécutif, on comprend bien que maintenant il en a les moyens parce qu'il visualise tout ça. L'exécutif donne des dates et a l'air de vouloir s'y tenir. On est quand même à 3 semaines, ça m'étonnerait qu'on revienne en arrière. 21h, ça veut dire quoi avec les terrasses? Ça veut dire qu'on va pouvoir faire un service. Ça veut dire aussi que mon personnel va pouvoir rentrer du chômage partiel. Quel bonheur pour eux, quel bonheur pour moi de les revoir. Yael Gauze, il a réussi à créer un certain consensus, Emmanuel Macron, là? Réussi à clarifier d'abord, parce que
le début de semaine était quand même dans un flottement assez global, Arlette en parlait, avec un Premier ministre sur les freins, et pas toujours associé d'ailleurs à la décision. On pense à la règle des 10 km qui disparaît au 3 mai. Cette décision a été prise mercredi la semaine dernière, et Jean Castex n'était pas dans la boucle au moment où cette décision est prise. Et on l'a vu régulièrement dire, attention, il faudra y aller doucement. Le président là reprend vraiment la main, tente de reprendre aussi l'horloge, c'est lui qui la fixe. On le voit en photo avec nos confrères de la presse quotidienne régionale dans la salle des fêtes de l'Élysée. Hein. Ça, c'était hier soir. 2 mois de déconfinement progressif avec un élément important, c'est un déconfinement national. Les règles que Nivin a détaillées, c'est national, alors qu'on avait pu penser la semaine dernière que le déconfinement serait fait de manière territorialisée, avec des mesures coup de frein s'il y a besoin, dans les zones où l'incidence dépassera 400 cas pour 100 000 habitants. C'est 8 départements ce soir encore concernés, comme ça, notamment en Ile-de-France et les Bouches-du-Rhône. Seine-Saint-Denis a plus de 500 cas pour 100 000 habitants. Mais on ne peut pas s'empêcher de comparer aussi avec le 11 mai l'an dernier, où on a déconfiné dans des conditions sanitaires beaucoup moins tendues, j'ai envie de dire, en termes d'incidence. Il y a le vaccin, d'accord, mais il faudrait faire 700 000 vaccinations par jour pour tenir le rythme de l'immunité. Le président dit c'est pas un pari, mais c'est quand même un peu un pari. C'est une prise de risque politique. On retrouve là le Macron de janvier. Hein. Il n'a pas changé entre le 29 janvier et aujourd'hui. Alors, parlons-en de ces coups de frein au cas où. Pour l'instant, il y a 8 départements qui ne passent pas pour la réouverture le 19 mai. Nivin Potros, vous nous en dites un peu plus là aussi. Oui, effectivement. Les mesures qu'on a annoncées ce soir sont effectivement nationales, mais Emmanuel Macron n'exclut pas des freins d'urgence, c'est son expression, dans les territoires où le taux d'incidence qu'il serait supérieur à 400, dans les départements où ce taux d'incidence il augmenterait de manière brutale, mais également dans les départements où on constaterait une saturation des services de réanimation. Et il y a effectivement 8 départements qui sont dans le rouge, qui enregistrent en tout cas un taux d'incidence supérieur à ce seuil maximal de 400. C'est l'ensemble des départements de l'Île-de-France, excepté les Yvelines, le département de l'Oise ainsi que le département des Bouches-du-Rhône. Et là, donc, ils n'auront pas droit à cette réouverture prévue pour tout le monde. Est-ce que tout ça est cohérent pour vous, Alexandre ? Alors, juste un point là-dessus, moi je pense que c'est pas clair dans l'interview. J'ai compris que c'était ces 3 critères conjugués. Je ne suis pas sûr que c'est seulement les 400 de taux d'incidence qui permettraient peut-être à ces départements de réouvrir tout de même. En tout cas, je l'ai compris, je l'ai compris comme ça. Ensuite, est-ce que c'est cohérent ? Moi, je crois que, je n'emploierai pas le mot de pari, mais je crois que le président de la République fait de la politique. Il a raison, il faut faire un choix politique, tout simplement. C'est pas honteux. C'est son rôle, c'est lui le chef, c'est lui qui est élu au suffrage universel direct. Je pense qu'il a fait le calcul qu'après le 30 juin, c'est les vacances et qu'il allait redonner leur liberté aux Français au moment des vacances. On verra si ça tient ou pas, on peut l'espérer. Si la campagne de vaccination s'accélère, si le temps... Sauf variant. Si par exemple le variant indien nous arrive dessus et on apprend ce soir cette double information, c'est qu'il a été détecté un cas à Bordeaux et un cas dans le Lot-et-Garonne, je crois. Bon. Oui, il reste raisonnable. Il a raison, puisque les événements ont fait que, malgré un certain volontarisme, il a fallu refermer plusieurs fois. Mais en l'état, ça me paraît raisonnable et bienvenu. Et Adrien, là, il coupe l'herbe sous le pied de l'opposition qui n'arrêtait pas avant de dire « mais on n'a pas de calendrier précis, on n'a pas de date, il faut rassurer les commerçants ». Là, on ne pourra pas dire le contraire. Il fait ça et en même temps, il tient compte, vous avez raison, des dernières informations, du risque du variant. C'est vraiment une interview qui est sur une ligne d'équilibre, une ligne de crête, parce qu'on peut la voir de manière très positive. On a un calendrier, on va rouvrir, on va de l'avant. Et puis il y a aussi une lecture où on peut se dire, vous l'avez rappelé, il y a les freins d'urgence si ça ne se passe pas bien. Quand on lui demande quand même, ça y est, les confinements, c'est terminé, il répond, c'est mon souhait le plus fort, mais c'est impossible de vous dire qu'on ne sera pas obligé d'y recourir. Et puis quand on lui demande quand même si la crise sanitaire elle va se terminer en 2021, là pareil,
il dit je sais pas. Emmanuel Macron qui dit je sais pas, c'est quand même pas tous les jours, ça mérite d'être souligné. Mais il peut pas Et dire il je dit- sais non plus. Oui, mais non, mais il va c'est- plus loin. Il c'est dit un- on peut vivre avec ouais. le virus pendant des années. Donc très bien, réjouissons-nous ce soir d'avoir un calendrier et de voir l'horizon. Il y a aussi dans cette interview quelques raisons de s'inquiéter. Il y a des raisons d'espérer, il y a des raisons de s'inquiéter également. Je suis d'accord avec Adrien, il y a 2 champs lexicaux dans cette interview, celui du rapport au temps. Donc lui, il veut reprendre la gestion du temps à son rythme et avec les décisions que lui prend. Être à nouveau Mais le maître des il y a le horloges, champ comme lexical du doute qui est partout, dans toutes les réponses à toutes les questions, jusqu'à ce que, les yeux dans les yeux, je ne peux pas vous dire si je ne reconfinerai pas un jour. Les yeux dans les yeux, il le dit comme ça. Évidemment. Et qu'en pensent les médecins? Bonsoir, professeur Philippe Frogel. Vous êtes professeur à l'Institut européen de Lille. Merci d'être avec nous. Vous les avez, ces 4 dates. Vous avez la situation dans le pays. On va voir les derniers chiffres ce soir de ces dernières 24 heures. Et vous, qu'en pensez-vous? Je pense qu'il va falloir faire avec ce que propose le gouvernement, enfin ce que va faire le gouvernement. De toute façon, il n'y a plus de discussion à avoir. Le seul conseil que moi je peux donner au gouvernement, c'est de bien suivre les choses entre maintenant et le 19 mai, puisque le 3 mai, en dehors des écoles, il y a simplement la possibilité d'aller d'une région à l'autre, mais le vrai déconfinement, ça sera à partir du 19 mai. Et donc, il faut qu'on fasse très, très attention à savoir quelle sera la situation dans la 2e ou 3e semaine de mai. Et ça, il faut vraiment surveiller sur le front des variants, bien entendu, puisqu'on a vu qu'il y avait 2 cas là, mais c'est des cas directs. Hein, ça me rappelle le mois de février 2020, où on n'avait que des cas directs de gens qui venaient de Chine. Là où il va falloir s'inquiéter, c'est quand on aura des cas indirects, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas allés en Inde et qui ne connaissent personne qui est allé en Inde. Et donc tout ça doit être très, très, très surveillé. Moi, mon inquiétude aujourd'hui, c'est que ça ne soit pas surveillé assez et qu'on ait des explosions, que ce soit de virus indien ou d'un nouveau type de virus qui serait apparu en France, que le gouvernement n'aura pas vu venir, et qu'on soit un petit peu laxiste, dirais-je. Qu'est-ce que vous en savez, vous, sur ce virus indien, puisqu'on a 2 cas en France? Est-ce qu'il est vraiment beaucoup plus contagieux, beaucoup plus dangereux? On n'en sait pas trop, hein? On sait en Inde que ça donne une catastrophe, mais l'Inde n'est pas la France, et notamment le système hospitalier indien n'est pas le même, mais ça semble très contagieux, y compris dehors, puisque apparemment il y a eu des cérémonies religieuses où les gens se sont contaminés. Et on parle beaucoup de jeunes personnes qui sont très atteintes. En Angleterre, il y a, je crois, 70 cas qui sont surveillés de très très près. Et je pense que dans les prochains jours, on va en savoir un peu plus sur le danger du variant indien. Nous, à Lille, on n'en a pas trouvé la semaine dernière. On aura des résultats à nouveau aujourd'hui. On n'a plus de Brésiliens. Tout dépend si il est plus contagieux que le variant anglais, qu'il l'est beaucoup. Pour l'instant, nous, à Lille, c'est 90% d'anglais. Si le variant indien n'arrive pas à se développer, eh bien, tant mieux. On sait à peu près ce qui va se passer. Évidemment. Alors, vous dites, bon, il faut voir ce calendrier, ok, on a bien enregistré. Certains de vos confrères, je pense au professeur Antoine Flahault, lui, il dit, non, regardez, les taux d'incidence actuellement en France sont très, très élevés. On l'écoute. La seule chose, c'est ce que j'ai vu, me semble presque être une coquille. Je veux dire, j'ai vu passer des chiffres de 400 pour 100 000 habitants et pour 7 jours comme chiffre d'incidence. C'est extrêmement élevé. Il faut vraiment que la France soit exigeante, qu'elle veuille une circulation la plus minimale possible du virus. Pour vous dire, 400 pour 100 000 et pour 7 jours, c'est plus de 2 fois les chiffres de la semaine dernière en Inde. Donc on se dit, attendez, la France remettra en cause ses réouvertures si elle a des chiffres qui sont 2 fois supérieurs à ceux qu'on voit en ce moment en Inde. On ne peut pas comprendre. Professeur Frogel, il fait du catastrophisme là, Antoine Flahault, en disant on a presque 2 fois plus d'incidence qu'en Inde ou pas? Il était très déçu parce que j'avais parié 1 kilo de chocolat suisse que ça ne baisserait pas autant qu'il ne le croyait. Donc, il vient de perdre 1 kilo de chocolat qu'il va être obligé de m'envoyer. Il est un peu déçu parce qu'il prévoyait qu'il y aurait une bien meilleure amélioration. Non, mais pour être sérieux, Antoine Flahault dit aussi sur Twitter que c'est pas si mal que ça, mais qu'il faut absolument favoriser ce qui se passe à
à l'extérieur et protéger vraiment les contaminations en intérieur. Et je crois que c'est ce que le gouvernement doit faire aujourd'hui. Bon, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Philippe Frogel de l'Institut européen de Lille. Pardon, Adrien. Il y a une phrase en fait dans l'interview qu'il faut pas négliger. Emmanuel Macron nous dit quand même, nous avons assumé cette stratégie de vivre avec le virus, y compris face à un taux d'incidence supérieur à celui de nos voisins. Donc, il l'assume, il en a conscience et il nous dit c'est comme ça parce que je ne prends pas en compte que le sanitaire. Il le relie dans son interview à ce moment-là à la question des écoles. Vous savez, puisque là on a rouvert les écoles, que vous le rappeliez tout à l'heure, on passe à la phase supérieure au niveau des collèges-lycées. Mais voilà, en fait, il nous dit tout simplement je ne peux pas tenir simplement compte des arguments sanitaires. Ça, c'était 2020, on est en 2021, on est passé à autre chose. Et ben, je continue dans cette stratégie. Donc, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. C'est comme ça. Et puis, en fait, au fond, il est bien conscient de toute façon que prendre des mesures, si c'est pour qu'elles ne soient pas appliquées, pas respectées par les Français, ça ne sert pas à grand-chose. Parce qu'on l'a vu. On constate tous autour de nous que les mesures sont moins respectées. Déjà, on se demande s'il y a vraiment un confinement quand on voit les embouteillages un peu partout. Vous avez vu au but de Chaumont tous ces jeunes qui se réunissent. Bon, alors on fait une enquête, oui, bon, bien sûr, évidemment. Écoutez, tenez, le docteur Masmoudi, lui aussi, ce qu'il dit, et pourtant il est un professionnel de santé. Je ne pense pas qu'il faut tourner autour du pot, il ne faut plus regarder les indicateurs sanitaires, ils servent strictement à rien. C'est une décision forte, politique et courageuse. Il faut ouvrir et vivre avec le virus, mais la manière dont il le fait d'une manière progressive. Vous dites qu'il ne faut plus regarder les indicateurs. C'est pas la peine, parce que le 400... C'est radical de dire ça. Ah bah oui, parce qu'on est parti de 50, après 250, et maintenant c'est 400. Et je pense que dans 6 mois, on sera à 600, et après à 1000. Je cautionne parce que je demandais d'avoir cette... responsabilité de prendre et répondre clairement qu'il faut vivre avec le virus et assumer les conséquences. Donc on en est là pour vous moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Effectivement, il assume, c'est un choix politique et je crois que c'est un choix politique qui est en conformité avec le souhait de la majorité des Français. Ça a été dit tout à l'heure, les mesures ne sont pas forcément toutes respectées. Donc la démocratie, c'est aussi suivre le tempo du pays et la juger qu'on ne pouvait pas imposer plus par rapport à la situation sanitaire dans laquelle on était. Et accepter entre 300 et 400 morts par jour. Comme encore ces dernières 24 heures. Mais ce qu'on a entendu, ce qu'on n'a pas souligné tout à l'heure, on a dit certes le taux d'incidence en France est plus élevé qu'en Inde. En fait, on voit si on regarde les chiffres, et il a dit, Antoine Flahault espérait une baisse spectaculaire de la circulation du virus. Cette baisse n'a pas eu lieu. Donc encore une fois, est-ce que la stratégie du confinement est une stratégie si efficace que ça? C'est pas démontré. Le problème dans ce genre de débat, c'est que quand on amène la science et les médecins qui regardent factuellement les courbes, on apparaît comme l'oiseau de mauvais augure. Taisez-vous, vous allez gâcher l'ambiance, vous allez nous priver. Pas tous, non, vous avez vu, il dit tous les paramètres maintenant. On a conscience, et moi aussi je pense que c'est un pari d'ouverture de la société qui est nécessaire, une respiration nécessaire. Mais vous avez l'Institut Pasteur qui dit quand même que la 4e vague, elle est tout à fait à notre portée si le déconfinement n'est pas... bien balisé ou bien respecté tel qu'il a été écrit. Donc attention aussi à la suite, attention à l'été. C'est-à-dire que le 19 mai 2021 n'est pas du tout le 11 mai 2020. On le sait, on ne sort pas du tout des mêmes conditions de confinement et donc de cloisonnement de la maladie quelque part. Les Anglais sont entre 0 et 50 morts par jour, même pas. Je crois que c'est très très faible. Tout est dans la campagne de vaccination. Mais eux ont vécu 5 mois sous cloche totale. C'est aussi la faiblesse pour nous. Oui. C'est-à-dire que sur le plan de la vaccination, ça allait avec. C'est-à-dire on avait bien compris qu'on ferme un peu plus, on accélérer, parce que ça doit faire 200 fois qu'on nous dit qu'on va accélérer la campagne de vaccination, c'est le mot. Et après, on pouvait rouvrir parce que les Français... Et là, c'est là que c'est un peu faible, si j'ose dire. Le président de la République annonce ce soir que ce sont pour les majeurs qui sont en surcharge pondérale, qui pourront bénéficier prioritaire, quel que soit donc leur âge majeur, qui pourront aller se faire vacciner. Mais franchement, je trouve ça un peu faible. C'est-à-dire qu'on ne réussira au fond ce déconfinement, même encore une fois progressif, encore une fois, ce n'est pas dans 8 jours que tout s'ouvre, que si les Français sont quand même un tout petit peu attentifs encore au respect des gestes barrières, ils ne font pas n'importe quoi. Et deuxièmement, si on accélère pour la 1000e fois annoncé la vaccination. Et là, franchement, on est encore
très loin. Mais là aussi, du c'est compte. un pari. Il espère. Non, mais il aurait pu faire le pari de la vaccination de qu'en masse. 21 jours, on vaccine en ce moment, j'ai vu ça, plus de 400 000 Français. Oui, par mais- jour. mais- Bon. pour tenir alors, Mais là, en on- 21 jours, on va déjà Et en c'est pour avoir ça fait. que très honnêtement. calendrier qui s'étale sur le mois de juin, parce qu'il est convaincu que le mois de juin, je vais rejoindre Arlette, c'est le vrai mois cette fois-ci, Le pour vrai de vrai, mois, Arlette, le le vrai ah oui. mois de l'accélération de la vaccination. mais, c'est pour je ça qu'on a pense- besoin de se donner quelques semaines encore. Ouais, mais ce qu'on ne comprend pas dans sa stratégie, c'est pourquoi ne pas faire une vaccination de masse. Soit on arrête de nous dire que Parce qu'on a les pas gens de n'y vaccin, vont il y a pas, pas de vaccin soit on de masse. arrête de nous dire que les gens n'y vont pas, soit on fait une vaccination de masse. Ça veut peut-être dire que les gens y vont et que si on est lent, c'est pas de la faute. C'est pas de la faute des gens, encore une fois. Juste pour finir sur l'histoire Parce de... qu'on va y est-ce que oui, non, revenir prend sur la risque. vaccination. Ce qu'Emmanuel Macron ne dit pas publiquement dans cette interview, c'est ce qu'Olivier Véran dit, lui, au ministère de la Santé. C'est en novembre-décembre qu'on sera fixé, nous, les Français, si oui ou non on est sorti d'affaire dans cette épidémie. Oui. Novembre-décembre. Oui, avec des inconnus, encore une fois, deux variants pas l'été. en plus. Alors, il y en a certains aussi qui trouvent que ce calendrier, ça leur va pas du tout. Bon, directeur du musée Grévin. On pourra peut-être amortir nos charges variables, mais pas du tout les charges fixes. Au début, avant que la pompe se réamorce et qu'on puisse augmenter la jauge, effectivement, le mois de juin et le mois de juillet ne vont pas être rentables. Alors on peut espérer au mois d'août peut-être avoir un peu plus de rentabilité, ce qui va être dur. Après, sur notre théâtre qui est un bijou et qui est classé, effectivement, on est obligé, on avait 230 places, 240 places, on est obligé de rester à une centaine de places si on réouvre. Et là, ça veut dire on fera ces concerts, mais on ne va pas être rentable. Voilà, on n'est pas rentable. Certains restaurants nous disent aussi que les terrasses, ça va être compliqué. Bonsoir Robert Ménard, merci d'être avec nous. Vous êtes maire de Béziers, on le sait, proche du Rassemblement national, même si vous n'y êtes pas encarté. Réaction sur ce plan, cette boîte à outils en 4 dates dévoilée par le président de la République? Écoutez, d'abord, je ne vais pas bouder mon plaisir. Écoutez, on a tous envie de sortir de cette situation et je serai le dernier à critiquer le chef de l'État dans ce domaine-là. Même si je viens d'entendre une partie des débats autour de votre table, évidemment, j'ai comme tout le monde de la mémoire et je me rappelle que le nombre de contaminations au mois de mai dernier, lors de la fin du premier confinement, c'était quoi, 1000, 2000 par jour, et là on est à près de 30 000 par jour. Pareil, on nous a expliqué qu'il fallait qu'il y ait beaucoup moins de gens en réanimation. En réanimation, il y a quand même autour de 6 000 personnes. Dans ma propre ville, le taux d'incidence, il était hier de 440 à Béziers. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui m'inquiètent, mais comme tout le monde, parce que je me dis, est-ce qu'on a aujourd'hui une situation qui nous permette sérieusement de faire les choix qu'a fait le chef de l'État. Et en même temps, je comprends les choix du chef de l'État parce que je le vois autour de moi, les gens ne peuvent plus, ils ont envie de respirer, ils ont envie de sortir, les commerçants, les restaurateurs, les cafetiers se disent c'est pas possible, si on a une deuxième année terrible comme ça, comment on va se remettre de tout ça. Voilà, je suis Mais ça veut dire aussi que du coup, il va y avoir une acceptabilité dans l'opinion de dire, bah oui, on est entre 300 et 400 morts par jour, bah oui, on est toujours entre 25 000 et 30 000 nouveaux cas, bah oui, il y a toujours plus de 5 000 réas, mais il faut vivre avec le Covid, il faut que la société se rouvre et c'est comme ça. Mais non, vous avez raison, c'est terrible parce que 300 ou autour de 300 morts, c'est un Airbus qui s'écrase chaque jour. C'est à peu près ça l'équivalent. Bien sûr que ça me trouve cette acceptation qu'on a tous de se dire, au fond, c'est terrible, mais enfin, ça pourrait être pire. La solution, c'est évidemment la vaccination. Or, je sais bien qu'on vaccine plus, mais moi, en tout cas, comme maire, je constate que si j'avais plus de vaccins, on pourrait vacciner davantage. C'est aussi bête que ça, aussi simple que ça. Aujourd'hui, à Béziers, dans notre centre de vaccination, on vaccine 1200, 1400 personnes par jour. On le fait grâce au personnel municipal, grâce à tout un tas de médecins et d'infirmières qui nous aident, grâce aux pompiers aussi. Mais on pourrait vacciner davantage. Et oui, mais ça, tous les maires, malheureusement, nous le disent. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vos administrés, les commerçants, les restaurateurs, depuis cet après-midi, là ?
Écoutez, moi, les commerçants, les respirateurs, tous les restaurateurs sont plutôt satisfaits. Surtout, je me fais engueuler par les gens qui me disent oui, mais on nous explique que la seule solution, c'est les vaccins et il n'y a pas assez de vaccins. Alors, comme ils pensent souvent que c'est moi-même qui choisis, vous imaginez le nombre de vaccins, je me fais engueuler régulièrement dans la rue. C'est ça le problème qu'on a. On a d'un côté des commerçants qui ont envie de travailler, je les comprends. Et évidemment, les terrasses, c'est un premier pas. Et nous, je vous garantis qu'on les aidera en termes de terrasses. Mais en même temps, la réponse, c'est les vaccinations. Mais rappelez-vous, je vous l'avais entendu comment on m'a expliqué, comme on vous l'a expliqué à vous, qu'il fallait en gros 90% de la population qui soit vaccinée pour qu'on soit immunisés tous. Ouais. Attendez, même Qu'il soit les vacciné ou qu'il l'ait déjà eu aussi. Bon, ça fait aussi du monde, puisqu'on estime que 20% des Français l'ont déjà eu. Mais c'est vrai que le taux de... on est loin des 90%. Évidemment. Merci beaucoup. Plus, je vous rappelle le nombre de gens qui ne veulent pas encore se faire vacciner, parce qu'on a ça. Pas seulement à l'AstraZeneca, là c'est une catastrophe, mais à l'ensemble des vaccins. Tout ça, ça fait une situation dont je ne sais pas comment on pourra la gérer. Merci beaucoup Robert Ménard, maire de Béziers. Merci à vous d'avoir été en direct sur LCI. Regardez, vous en parliez tous, mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dans cette interview, qu'est-ce qu'il dit ? Donc il dit « Je ne fais pas de paris parce que moi, je n'ai jamais fait de paris dans ma vie ». Il dit « Vous prédire, voilà, j'ai jamais fait de paris sur la santé, la sécurité de nos concitoyens. J'assume d'avoir fait des choix, mais ce ne sont pas des paris. Cela sous-entendrait que ce serait aventureux. Non. » Et puis de toute façon, il a horreur de ça, de l'aventure, Emmanuel Macron. Plus de confinement, lui demande un confrère, j'en sais rien, c'est mon souhait le plus fort, mais est-ce que je peux vous dire, les yeux dans les yeux, qu'on ne sera plus jamais débordé par ce virus ? C'est impossible. Et puis la fin de la crise, c'est 2021, oui ou non ? Là, je ne sais pas. S'il n'y a pas de nouveaux variants non maîtrisés, oui, bon, voilà, on en est là pour l'instant. Et puis des freins d'urgence sur 8 départements, donc, mais Robert Ménard nous disait qu'à Béziers, il était à plus de 400, donc normalement, il ne passait pas non plus. Encore une fois, il faut tenir compte de réanimation, incidence. Ouais. Voilà. Et je pense que la réanimation, à mon avis, à laquelle on passe à la hausse ou à la baisse de 400. Le système de santé est le vrai. Mais surtout, pourquoi est-ce que c'est avantageux pour Emmanuel Macron de faire des critères qui sont un peu flous ? Moi, je rejoins complètement Alexandre. C'est pas, on regarde un tableau, il y a des cases et vous passez d'une catégorie à l'autre. Et d'ailleurs, il le dit. Le préfet, les élus locaux, on discutera. Ça permet aussi de ne pas changer de manière trop mécanique un département quand ça ne nous arrange pas. C'est exactement ce qui a été fait ces dernières semaines. En réalité, d'ailleurs, sur l'histoire des jauges au collège, les 4e et les 3e, on a désigné 15 départements. Mais sauf que le gouvernement ne nous a pas donné un mode d'emploi en nous disant, voilà, si tel critère bouge, tel département sort, repasse en classe entière, ou à l'inverse, rentre dans le dispositif. Parce qu'en fait, là, on est dans une phase où on s'est aperçu qu'en fait, c'était un nid à ennui de créer des cases. Souvenez-vous, revenons quand même à la sortie du confinement d'automne, quand Emmanuel Macron nous dit les fameux 5000 cas par jour pour ouvrir les musées au 15 décembre, les restaurants au 20 janvier, ça n'a jamais marché. Donc les critères un peu fixes, un peu rigides, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, on donne un peu des bornes et puis on s'arrangera au coup par coup. Parce qu'il y a certains présidents, par exemple, de départements, écoutez celui de l'Essonne, qui est concerné par ses taux d'incidence élevés, lui, il dit « Je ne veux pas de cette épée de Damoclès au-dessous de ma tête ». Nos concitoyens ont envie de reprendre une vie sociale et je ne vois pas ce qui justifierait aujourd'hui, à partir du moment où les mesures barrières sont respectées, ce qui justifierait que certains commerces restent fermés après le 19 mai. Le gouvernement a, à mon sens, à tort, fait la catégorie des commerces essentiels et des commerces non essentiels. Ce qui compte, ce n'est pas la nature du commerce, mais encore une fois, le respect des gestes barrières. Et s'agissant des restaurants, à partir du moment où nous sommes en terrasse et qu'il y a déjà un aléa météorologique important, ça commence à devenir vraiment très très dur pour ces restaurateurs. Donc là, c'est important, c'est chacun défend son territoire, mais c'est un peu un piège, il ne peut pas refermer Emmanuel Macron. Je ne pensais pas que ça démarrait si vite, oui les histoires de jacobin, pas jacobin, girondin, pas girondin, département contre Paris, etc., décision d'en haut. Ça commence déjà, effectivement, ça va être un des enjeux. Mais comme Emmanuel Macron l'a dit, il va sillonner la France tout le mois de juin avec son bâton de pèlerin. Il va être au contact des maires, parce que c'est ses nouveaux amis, depuis le grand débat Gilets jaunes. Là, il les voit en visioconférence quasiment de manière hebdomadaire, et cette fois-ci, il va aller les voir en vrai.
des petites communes, Et des dès grandes lundi, communes, il des demande à communes Jean moyennes. Castex de parler aux élus des territoires, aux parlementaires, aux partenaires sociaux pour justement forces pouvoir vives. juguler Forces un vives peu de la toutes nation. ces Ouais. colères. Donc, Moi, n'étant pas président de la République, j'ai le droit de faire un pari. Je pense que les critères, effectivement, sont flous et qu'il n'y aura pas de refermeture. Que Emmanuel Macron, en tout cas, ne le souhaite pas et qu'il a mis des critères flous. Voilà, à part situation catastrophique, mais dans ces cas-là, généralement, il y a un effet domino et on commence par fermer un département, une région, et ensuite, c'est tout le pays qui si on bascule. regarde Israël, si on regarde les États-Unis, si on regarde le Royaume-Uni pour l'instant, on se dit que la vaccination, oui, a des effets durables. Mais On c'est peut pour ça l'espérer. qu'il faut accélérer, donc on tourne en rond et on se dit, bah, on sera oui. beaucoup plus rassuré quand bien sûr. effectivement il y aura beaucoup plus Donc de au mois Français. d'octobre. À peu près. Non, Mais moi je suis t'as raison, optimiste. c'est le nœud de tout. C'est le nœud de tout. Donc systématiquement on revient à la même question depuis le mois de janvier de cette année. La vaccination, à quel moment? Bien Et sûr. évidemment, le Royaume-Uni, ça a été ça. Ils ont été confinés, enfermés pendant 3 mois, mais avec une campagne incroyable de vaccination. Et une fois effectivement que le nombre fatidique ou utile a été atteint, et ben voilà, il y a eu un Premier ministre britannique qui a donné un calendrier d'ouverture et ça marche. Voilà. Donc Sauf que nous, on n'en avait pas assez. Alors apparemment, maintenant, on en a. Tout d'un coup, là, non, je pense on a un pas, peu parce plus. que si on en avait, on aurait fait une stratégie de vaccination de masse. Là, il continue avec sa stratégie, les critères d'âge, les obèses, et on voit bien que quand on va voir les maires, ils en ont pas. Donc arrêtons de dire, on en a. Ensuite, je suis d'accord, la stratégie. Doctolib a dit on a libéré 220 000 rendez-vous d'un coup, là. Bon, non, c'est mais pas beaucoup, 220 voilà, 000, mais- si c'est ça, oui, non, c'est pas énormément. Moi, Et je j'aimerais pense qu'on revienne sur la politique, si vous voulez bien, parce que c'est important. On va déconfiner donc juste avant le premier tour des régionales. Alors, c'est habile, mais il le fait pas exprès. Par contre, ce qu'il fait Il y a un exprès point dans son d'interrogation. interview. Non, c'est une vraie question que vous posez ou... Oui. C'est de l'ironie. D'accord. Arlette, Je veux qu'on sache. Arlette Une nous question avait un peu ambiancé au ironique, début. mais qui est- Arlette nous a ambiancé au début de l'émission. Mais effectivement, il parle à la PQR, presse quotidienne régionale, en faisant l'impasse complète sur les élections qui vont dominer l'actualité des régions. À partir de maintenant, la campagne. Dépôt des listes, deadline 17 mai. Et puis ensuite, c'est parti pour la campagne officielle. Il y a 2 dates qu'il ne mentionne pas, c'est 20 et 27 juin, premier, deuxième tour. Pourtant, ça fait partie, symboliquement aussi, on pourrait se dire, de la libération du pays, au sens où la démocratie revient, reprend ses droits, on va aller voter, on va aux urnes, avec un protocole sanitaire strict, d'accord, on prend son stylo, on est 3 par bureau de vote, etc. etc. Mais n'empêche que ça faisait partie aussi, normalement, du déconfinement social et démocratique. Ou Il vivre ne avec le mentionne virus, pas. c'est aussi voter Il ne le alors que mentionne le pas. virus Oui, mais est là. souvenez-vous, Yael, Ça qu'il fait n'avait pas partie. du tout envie que ces régionales aient lieu au mois de juin. Donc C'est soyez vrai. pas cruel avec lui. Donc- On va rappeler donc qu'il y a c'est des un acte régionales au manqué. mois de juin. Non, mais là, elles sont gommées, de fait. À gommer. Oui, Ah mais bah enfin, oui, ça- gommées. Dans le programme, pardon, mais dans le programme du président de la République, il n'a pas une phrase pour dire vivre avec le virus, c'est continuer c'est une vie voter. démocratique, c'est la raison pour laquelle il y aura des élections et les Français iront voter et les assesseurs seront vaccinés. On ne sait pas très bien comment, mais ça va se faire quand même. Mais pas du tout. Et en fait, il repart en campagne. J'aime beaucoup effectivement le bâton de pèlerin. Il repart en campagne au mois de juin. Sa campagne à lui, pas évidemment les campagnes. Oui, mais le fait qu'on locales, rouvre régionales. quand même le 19 juin et que le lendemain c'est le premier tour des régionales, ça tombe bien quand même que les gens se disent ah bah il est bien, il a ouvert les terrasses le président, ah bah je vais voter. Ah, bah, Moi, je crois que non. là encore, Emmanuel Macron se fait, et c'est pour ça qu'il enjambe, se fait pas tellement d'illusions sur le résultat de ces régionales. On sait qu'En Marche n'aura aucune région. Lui, il veut les enjamber. Non, moi, encore une fois, moi, je prends les paris. Ils n'en auront aucune, donc il va enjamber ça et se projeter directement dans la présidentielle. Marche et ses alliés modem, enfin, si on est Non, mais ils auront peut-être des élus. J'ai pas dit qu'ils auraient 0 élu, mais ils emporteront, à mon avis, aucune. Bon, on va retourner sur le terrain, si vous le voulez bien. Bonsoir Marc Vera, merci d'être avec nous. On est toujours ravis de vous avoir, grand chef parmi les grands chefs. Votre réaction d'abord, c'est la satisfaction. On voit votre sourire là quand même. Hein. Bah écoutez, depuis le temps, c'est quand même une lueur d'espoir, hein. Il faut bien le reconnaître. Mais il reste naturellement des sujets d'interrogation. Non, la chose qui m'inquiète le plus, enfin qui nous inquiète le plus, c'est qu'il y a une certaine défiance de la médecine en général. Ils ne sont pas tout à fait d'accord avec ça, avec ce déconfinement. Alors, c'est un peu le point d'interrogation. Pourquoi ne sont-ils pas d'accord ? Ça, je crois que eux seuls le savent. Mais nous, dans le canot,
Le problème, c'est le problème des terrasses. Bon, alors, effectivement, écoutez, c'est une joie parce qu'on va retrouver nos clients, le partage, la joie de vivre. Vous savez, c'est important pour un restaurateur. Mais combien de restaurants possèdent des terrasses? C'est ça le problème. Et qu'est-ce qu'on fait avec le collaborateur? Parce qu'on va ne prendre qu'une partie de notre personnel. Et est-ce que le gouvernement prendra en charge le reste de nos salariés? Nous avons à Paris 2 restaurants. Et il y en a un qui possède une terrasse, l'autre qui n'en possède pas. Donc, on a un très gros problème financier à la sortie, hein, qui n'est toujours pas résolu. Bon. Mais enfin, c'est quand même et malgré tout une lueur d'espoir. Mais pour vous, la date importante, c'est quoi? C'est le 19 mai, ouverture des terrasses et couvre-feu décalé à 21h, ou c'est le 9 juin, couvre-feu décalé à 23h, où vous pourrez enfin refaire 2 services? Écoutez, vous avez la réponse, puisque je crois savoir que vous êtes gourmet. Comme tout le monde, surtout chez vous. Mais oui, mais vous avez la réponse. Vous savez très bien que vous n'allez pas venir au restaurant et repartir à 21h. À 23h, ça nous donne des possibilités exceptionnelles. Et puis voilà, moi je sens qu'il y a une atmosphère différente, même autour de la table. Il y a une espèce d'optimisme malgré certaines réticences. Et ça a vraiment été, enfin pour nous les restaurateurs, ces annonces, c'est un petit choc psychologique qui va dans le bon sens. Ça nous fait du bien. Il y a une autre bonne nouvelle aussi, c'est qu'on lit partout que les Français ont épargné, et pour cause, comme il n'y avait pas grand-chose à acheter. Du coup, d'un coup, il va y avoir de l'argent en jeu, et ça vous arrange aussi. Alors, pas tous les Français, évidemment. Oui, c'est vrai, mais vous savez, je pense souvent à cette période-là terrible que l'on a traversée avec les click and collect. C'est merveilleux. Vous savez, je trouve que les chefs, vraiment, c'est une bénédiction parce que lorsqu'on achète des plats emportés, c'est toujours bien fait. C'est fait avec le cœur. Ils avaient besoin de travailler. Ça se sent, il y a des progrès énormes. Mais, attention, avec le télétravail et ce click and collect, vous savez, les clients sont servis chez eux. 1 heure avant, ils passent les commandes. Ils achètent leur vin dans la petite cave d'à côté. Et au résultat, ils font l'addition. Et c'est peut-être là où il y aura un point d'interrogation pour l'avenir. Je parle bien de la restauration de tous les jours. Ouais, ça a pu créer d'autres habitudes. Bon. Je suis persuadé, alors vous savez, j'en suis encore plus persuadé, c'est que beaucoup de chefs parisiens étoilés m'appellent et c'est très amusant, il n'y en a pas, c'est incroyable. Ils m'ont tous dit, on va continuer le click and collect malgré tout. Donc c'est un nouveau marché. Donc il y aura la restauration d'avant et la restauration d'après. Merci beaucoup, Marc Veyrat, chef de la Maison des Bois en Haute-Savoie, et vous l'avez dit, d'autres restaurants, notamment à Paris. Merci d'avoir été avec nous sur LCI. Merci à vous. Merci. Le pass sanitaire, maintenant, c'est intéressant ça, parce que jusqu'à il y a quoi? Il y a 1 mois, c'était complètement tabou, cette histoire de pass sanitaire. On ne devait pas en parler. Certains partis criaient au loup, c'est liberticide, où est-ce qu'on va? Écoutez, par exemple, le maire de Pleumeur, dans le Morbihan, ce qu'il en dit. Apparaît cette logique de passe sanitaire. Et moi, j'ai 39 ans, je ne suis pas profession prioritaire en tant que maire. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que je peux montrer à part un test PCR sur mon passe sanitaire si je veux participer à la vie associative, sportive, culturelle. Donc, je crois que ça doit être aussi à un moment l'arrêt de ces règles liées à l'âge si on veut mettre en place un passeport sanitaire qui soit accepté par toute la population. Alors, Nivine Potros, on vous retrouve. Qu'en est-il de ce pass sanitaire? Très concrètement, comment ça va se passer sur ce qu'on en sait maintenant de ce qu'a dit le président de la République? Alors, ce pass sanitaire, il va être obligatoire dans certaines conditions uniquement. À partir du 9 juin, le pass sanitaire, il sera
obligatoire pour toutes les personnes qui veulent par exemple assister à une foire, à une exposition là où beaucoup de personnes se rassembleront. Alors en quoi consistera ce pass sanitaire? Eh bien c'est tout simplement la preuve de sa vaccination ou alors un test négatif qui date de moins de 48 heures. Ce sera soit une version papier, tout simplement votre résultat de test PCR ou antigénique, votre certificat de vaccination, ou ce sera numérique via l'application Tous Anti-Covid. À partir du 9 juin, toutes les personnes qui désirent venir en France, tous les voyageurs étrangers devront forcément avoir un pass sanitaire, c'est-à-dire un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures. En revanche, pas besoin de pass sanitaire si vous voulez par exemple déjeuner au restaurant, aller au cinéma ou aller dans un musée. En revanche, il sera obligatoire à partir du 30 juin pour tous les événements regroupant plus de 1000 personnes. Tous les événements. Donc c'est par exemple les festivals, les stades de foot, les matchs par exemple. Si vous voulez assister à un match, ce sera toujours la même chose. Ce sera certificat de vaccination, test négatif de moins de 48 heures, version papier ou version numérique. Et à propos de pass sanitaire, eh bien aujourd'hui, les eurodéputés ont voté pour un pass sanitaire européen qui devrait être adopté d'ici la fin du mois de juin. L'objectif, eh bien, c'est que tous les Européens puissent voyager facilement d'un pays à un autre grâce à ce précieux sésame. Merci Nivine. Franchement, on est dedans. Il y a 6 mois, on vous aurait dit ça, tout le monde aurait crié. Dans quelle démocratie sommes-nous? Et puis après, vous avez vu, Emmanuel Macron, là encore, il veut rassurer. Il a quand même bien conscience que c'est pas un thème facile parce que Nivine le disait très bien, il y a quand même des situations différentes, les grands rassemblements, et puis pas question dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, Emmanuel Macron nous dit il ne saurait être obligatoire pour accéder au restaurant et compagnie. Et à la fin de sa réponse, il y a un mot qui est très fort, il nous dit c'est juste, là, les dispositifs décidés, et ça ne fracturera pas le pays. Il en vient à lier le pass sanitaire à un risque de fracture du pays. C'est quand même la preuve que dans son esprit, ça reste un sujet extrêmement sensible. Moi, je suis très surpris par les évolutions du pays, de l'opinion en 6 mois. Et par l'extrême prudence du gouvernement. En fait, c'est contre-intuitif. Sur la vaccination, il a eu peur de la vaccination obligatoire, le gouvernement. Il a freiné des cas de fer en disant il faut qu'on rende ça acceptable, qu'on ne fasse pas trop peur. Et en fait, il avait peur des antivax. Les Français veulent être vaccinés très majoritairement. Le pass sanitaire n'est pas un problème non plus dans l'opinion. Les Français ont parfaitement compris que c'était le sésame pour retrouver des libertés. Or là, ce que sous-entend ce que disait Adrien par rapport à Emmanuel Macron, c'est qu'il redoute le débat parlementaire aussi qui va être vif. Parce que ça passera par le Parlement, quand même, l'acceptation de ce dispositif, ou est-ce que c'est liberticide ou pas? Dans un contexte où on sort aussi d'une loi antiterroriste de mercredi, en Conseil des ministres, qui vise à mieux surveiller la population via les algorithmes, et donc tracer pendant 1 an tout ce que l'on fait sur la toile, à condition, mais donc, évidemment. Il y a des digues qui cèdent, là. Des digues qui cèdent, mais qui ne sont pas forcément rejetées par l'opinion, par les Français. Un peu à contre-temps ou à contre-pied, quoi. Mais oui. Moi, je trouve qu'il ne faut pas être hypocrite. Depuis le début, on savait que ça se terminerait comme ça. Oui. Tout le monde a envie de voyager. Si voyager pour monter dans un avion, partir en vacances, eh bien, il faut effectivement montrer papier ou effectivement QR code, qu'on a été vacciné, qu'on a été malade, qu'on a fait un test qui est négatif 48 heures avant. Personne ne va faire la tête. Tout le monde aura envie de le faire. Vous savez, depuis le début... on ne pourra pas faire autrement. Mais on ne si pourra on pas veut prendre faire l'avion, autrement. Donc, au bout d'un moment, si vous avez envie d'aller au match, eh ben, vous arriverez avec une petite attestation. Si vous avez envie d'aller voir une grande exposition, vous arriverez à votre attestation. Si vous n'en voulez pas, vous resterez chez vous. Mais moi, je trouve Arlette, on a l'art de se faire des nœuds. Il y a 6 mois, quand on montrait ça en Israël, les gens nous disaient mais jamais en France, mais quelle horreur. Mais en même temps, vous avez les deux, c'est exactement la vaccination, c'est la même chose. Il a tout à fait raison, Yael. C'est-à-dire que depuis le début, depuis quelques mois, depuis 6 mois, disons à peu près, tout le monde regarde. Que font les autres? Ils ont ça, ils ont droit à telle chose. Vacciner, ça va nous sortir de l'épidémie. On va pouvoir déconfiner. On a envie plus de se faire vacciner. On a un pass en Israël. On peut accéder à nouveau à tous les lieux de rassemblement, etc. C'est ça, au fond. Est-ce que c'est un problème vraiment de liberté d'arriver avec son test PCR? Moi, je ne crois pas. Ma liberté, pour moi, c'est pas de pouvoir accéder à un match de test foot gratuit en présentant un test PCR. Oui, Pardon. mais encore une fois, il faut savoir de quoi on parle. Arriver avec un test PCR, déjà, c'est pas un passeport
numérique. Un passeport pour voyager, je pense que là, il n'y a pas vraiment de débat, ça existait déjà. On est obligé de faire certains vaccins pour aller dans certains pays. Mais par exemple, ce qui a été voté par l'Europe, là, on parle de passeport, c'est plus contraignant que ça. C'est un passeport vert qui pourrait s'appliquer dans diverses situations. Alors, le président de la République a tenu à rassurer en disant c'est pour les grandes expos, les concerts, etc. Mais tout de même, prudence. Si c'est pour aller au cinéma, au restaurant... Oui, mais ça a varié. Pas pour aller chez le boulanger acheter une baguette, c'est sûr. Vous l'avez dit vous-même, ça a varié son discours. Donc, prudent, et c'est pas tout à fait ce qui a été voté à l'échelle européenne. Donc, moi, je suis plus inquiet que vous sur ça. Pour l'instant, ça paraît acceptable, présenté comme ça, mais il faut... voir si le dispositif ne va pas être renforcé avec le temps. Vous avez vu qu'à partir d'aujourd'hui, 29 avril, normalement, on peut mettre son certificat de vaccination sur tous anti-Covid. Alors, il y a ça aussi. Pourquoi passer par cette plateforme numérique qui, par ailleurs, n'a pas été très efficace jusque-là quid de ceux qui n'ont pas de téléphone portable, etc., de smartphone? Si, les personnes âgées, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas. Donc, ça me paraît... voilà, il y a encore beaucoup de questions et c'est tout à fait normal qu'il y ait un débat musclé sur cette question-là. Oui, mais un débat, mais si on ne vous pose pas la question, si on vous dit pour faire ça, faut le truc. Bon, qu'est-ce que vous voulez de débat? Il n'y a plus de débat. Oui, c'est ce que vous dites, c'est une manière d'imposer la vaccination obligatoire. Vous êtes libre de ne pas vous faire vacciner, vous êtes libre de ne pas voyager, et que c'est vous quand êtes même une libre de ne manière, pas aller à un concert, pas aller à un match de foot, c'est ça la liberté. Et aujourd'hui, vous n'êtes pas très libre quand vous êtes sous couvre-feu à 19h, etc. Enfin, n'oublions pas que l'idée, c'est quand même de sortir d'une situation sous couvre-feu à 19h. Donc, et l'autre paradoxe, c'est qu'on est très efficace pour créer ce passeport vaccinal, beaucoup moins pour faire vacciner les gens. Donc, ça paraît paradoxal de l'imposer alors même qu'il y a une minorité des Français qui sont vaccinés. Et ça peut créer une situation à deux vitesses qui va être problématique à court terme. Et vous êtes paradoxal aussi, l'exemple, parce que vous dites c'est un beau pari du président de retrouver la France libre, en gros. C'est en 2 mois, là, l'été normal, etc. Mais il faut bien qu'il y ait un minimum de contrôle de la circulation du virus. Je dis rien, je dis que je suis favorable au passeport pour voyager, éventuellement pour les stades de foot, etc. Mais qu'il faut qu'il y ait un débat et que tout ceci doit être très encadré. Il y aura un débat de toute façon, et même il y aura un débat sur la sortie d'état d'urgence sanitaire. Et attention, ce ne sera pas uniquement vaccinal, c'est vaccinal ou test négatif. Mais présenté comme ça, il n'y a pas de... Mais encore une fois, il y a des choses qui ont été votées. J'y peux rien, il y a des choses qui ont été votées au Parlement européen sans débat qui sont inquiétantes. La sérologie. Il y a encore des inconnus dans tout ça. Il nous reste 5 minutes. D'abord, cette interview du président de la République, on vous dévoile tout ce soir, c'est souvent comme ça, mais ce sera demain dans la presse quotidienne régionale. Bonsoir Pascal Jalabert, vous êtes rédacteur en chef du groupe EBRA, tout un groupe de journaux, notamment dans l'Est et en Alsace. On est ravis de vous avoir. Vous étiez dans cette salle des fêtes de l'Élysée hier soir face au président. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Eh bien, si vous voulez, donc le service de presse de l'Élysée nous a contactés mardi soir pour nous proposer que le président fasse ses annonces dans la presse quotidienne régionale. Donc, nous avons eu un entretien de quasiment 2h30 avec lui. Voilà. Donc, dans la salle des fêtes de l'Élysée pour pouvoir respecter la distanciation physique. Donc voilà, nous étions 8 représentants sur place, plus nos camarades des DOM et du Sud-Ouest et d'Occitanie en téléconférence. Ouais. Et donc, le président, il était comment ? Il répondait à tout, pas de soucis ? Il a répondu à tout, il n'a éludé aucune question. Alors, c'était d'ailleurs assez curieux. C'est lui-même qui actionnait avec une télécommande les slides qui nous commentaient au fur et à mesure pour expliquer le déconfinement, telle étape, donc l'étape du 19 mai, l'étape du 3 juin, l'étape du 30 juin. Puis, il nous projetait des statistiques qu'il commentait au fur et à mesure. Donc voilà, c'était une sorte moitié interview, moitié conférence de presse, mais il y a quand même eu 1h30, voire 2 heures de questions auxquelles il a répondu, donc que ce soit évidemment centré sur la crise sanitaire, mais aussi il a fait un long développement sur la relance économique, et puis quand même quelques déclarations politiques où il conclut l'entretien en nous disant: si collectivement nous n'arrivons pas à tourner la page de cet épisode, mon destin individuel ne sera plus rien. Donc très clairement, il lie son sort à la façon dont il gère la crise, mais par contre, en revanche,
pas un seul remords, pas un seul regret sur ce qu'il a fait. Hmm. Il a justifié ses choix. Et la phrase forte qui est revenue sur tous les points, que ce soit sur le sanitaire, sur l'économique ou sur le déconfinement, c'est « j'assume mes choix ». Ouais. Merci beaucoup, Pascal Jalabert, rédacteur en chef du groupe EBRA, d'avoir été avec nous ce soir. LCI, on a également fait un sondage à l'instant. Là, les résultats tombent. Nivine Potros, vous nous avez rejoint. Comment est-ce que ces annonces en 4 dates du président de la République ont été reçues par les Français ? Eh bien, dans l'ensemble, les Français ont été convaincus par les mesures annoncées ce soir par le chef de l'État. Ces annonces sont efficaces à 54% en matière sanitaire, 58% en matière économique, 55% en matière politique. Mais quand on regarde dans le détail, mesure par mesure, là, les scores sont extrêmement élevé. Regardez par exemple, concernant la fin des restrictions de circulation à partir de lundi, eh bien 88% des Français pensent que c'est une bonne idée. Même chose pour le report du couvre-feu de 19h à 21h, ce sera à partir du 19 mai. Eh bien 87% des Français y sont favorables, des Français qui visiblement attendent avec grande impatience la réouverture des terrasses, 88%, 92% pour les commerces non essentiels, pour les lieux culturels ou encore pour les stades. 80% des Français sont également favorables à un report du couvre-feu à partir du 9 juin à 23h. En revanche, ils sont plus partagés concernant l'instauration d'un pass sanitaire. On en parlait pour accéder aux grands événements, 67%. Alors on a également demandé à notre panel ce qu'ils pensaient du rythme de ce calendrier du déconfinement. Trop précipité pour 30% d'entre eux, trop lent pour 26%, ni l'un ni l'autre pour 44% des sondés, des Français qui dans l'ensemble sont plutôt pessimistes concernant l'avenir de la France, puisque 73% d'entre eux pensent qu'on ne pourra pas échapper à un nouveau confinement national. Merci beaucoup, Nivine. Intéressant tout ça. Alors, question intéressante. Ouais. C'est-à-dire que les Français sont parfaitement conscients qu'on est dans un schéma qui n'est pas du tout achevé. Et les Français ont déjà bien lu Emmanuel Macron qui ne dit pas l'inverse. Alors quand on leur dit lundi vous pourrez voyager, ils sont d'accord à 88%. C'est marrant. Vous nous faites plaisir, mais on n'est pas du tout. Après, c'est des gros scores, bien évidemment, la satisfaction des Français vers les perspectives. Si on prend le truc par l'absurde, on aurait pu aussi s'imaginer qu'on soit proche de 100% et que tout le monde ait envie de retourner au restaurant en terrasse. Ça lui montre qu'il y a quand même des gens qui sont encore inquiets aujourd'hui. Ils sont les 12% de ceux qui veulent rester dans 10 km autour de chez eux. Oui, on peut voir ça comme ça. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. On va recommander d'ailleurs ce sondage dans peu de temps. Vous restez avec nous. Le Grand Soir, c'est parti dans quelques minutes avec cette fois des invités politiques. Et là aussi, on a envie de savoir ce qu'ils en pensent. À tout de suite. Votre programme